Bonjour à tous et bienvenue sur Kill Team France en direct d'OBS et de Discord avec notre cher H-Reaper, hashtag Rémi. Bonjour Rémi, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Eh ben, ça fait plaisir d'être là, présent, avec un enregistrement qui fonctionne. On a eu un peu de mal, mais on va vraiment démarrer. Et là, ma vision disparaît, mais je peux avoir une magnifique image. On va rester comme ceci. Vous n'aurez pas notre visage, mais au moins vous aurez notre son de qualité. Nous l'espérons. On est là pour un peu faire un décortiquage, ça faisait longtemps, de la Kill Team des squads intercession. Alors, qu'est-ce que c'est que cette magnifique Kill Team? Alors, c'est une Kill Team qui est sortie le 16 août 2022, donc on peut déjà dire que c'était l'année dernière, on est en 2023 à présent, qui a été gratuite. Il se trouve qu'elle est disponible en libre accès sur le site de Warhammer Community. Je pense que c'était pour accompagner le lancement de la boîte dans le noir, Rémi, c'était bien ça, de mémoire? Ouais, un petit peu avant, ouais. Un tout petit peu avant, c'est vrai que la boîte dans le noir, je crois qu'elle était sortie fin août ou alors début septembre, et ça, Début c'était septembre, ouais. vraiment. C'était en même temps que les règles light, par contre. Exactement. Voilà, pour donner envie aux joueurs de 40K de venir jouer à notre merveilleux jeu et de se dire, bah tiens, moi j'ai quelques figurines avec vraiment peu d'efforts, peu d'argent, je vais pouvoir me lancer. Encore plus qu'on sait que les Space Marines, à peu près beaucoup de gens en ont chez eux, même si c'est pas forcément des Primaris ou autres, mais bon, il suffit d'avoir des petits socles de 32 mm et on s'en sort. Et ben, comme quoi, je crois qu'ils ont réussi parce que c'est une team qui a eu beaucoup de succès, mais bon, ça c'est un peu dans la fin qu'on en parlera de qu'est-ce qu'il en passe, qu'est-ce qu'on en pense au global, mais toi, quel est un peu ton rapport avec cette équipe, Rémi? Cette équipe, je l'ai jouée dès qu'elle est sortie, en fait. Je Mhm. cherchais une alternative au Chevalier Gris, qui était une armée compendium, à une époque où les armées compendium commençaient à s'essouffler. Oui, d'autant que Du toi coup, tu je les as cherchais joués à... vraiment beaucoup plus longtemps que la moyenne d'ailleurs. C'est ça, oui, tout à fait. Bah, j'ai joué dès la sortie de l'édition, en fait. J'ai fait une ou deux parties avec d'autres teams, mais j'ai pas énormément changé. Je cherchais une team élite qui permette de changer un petit peu. Les légionnaires m'attiraient pas forcément trop à l'époque. Et du coup, bah, c'est vrai que cette team-là était parfaite parce qu'elle répondait vraiment à ce que je recherchais. J'ai eu l'occasion de la tester une petite partie avant d'enchaîner directement, je crois 2 semaines après leur sortie, même pas, sur un tournoi en Angleterre justement pour voir ce que ça donnait. Et je m'en suis très bien sorti et depuis, bah, j'enchaîne pas mal d'événements ou de parties team-là, ce qui fait que j'ai un peu testé toutes les combinaisons et tout ce qu'on peut faire avec et elle est très très sympathique. Et c'est aussi pour ça que tu es une personne tout à fait adéquate pour pouvoir parler de cette équipe parce que tu la connais très bien. T'as même fait des jolis scores en tournoi. T'en avais fait combien de tournois avec eux? T'en as fait qu'un seul ou t'en as fait un peu plus? J'en ai fait un paquet. J'en ai fait bah, tous ceux depuis qu'elle est sortie, donc ça fait, j'ai dû faire peut-être 7 tournois comme ça de tête avec eux. Ok, ah oui, ça commence à faire quand même. On peut dire que tu es quand même aussi un des joueurs français qui se motive le plus à aller à l'international et à suivre le jeu et à performer, à essayer d'avoir des bons scores sur BCP, si je ne me trompe pas. Mais au moins m'a motivé à bouger, oui, ça c'est clair. Ouais, bon, ça c'est cool. Alors on va pouvoir directement rentrer dans l'analyse après cette petite introduction. Alors on a nos deux archétypes, il faut jamais les oublier ceux-là, parce que ça va être assez central sur la définition de ce qui est scorable en TACOPS, à la fois pour un petit peu la saveur de l'équipe et aussi un petit peu le fluff qu'il y a derrière. Donc là on a sécurité et recherche et destruction. Alors, bon, c'est toujours un peu compliqué dans notre période parce qu'on est au moment où il y a le pack d'OP critique qui vient de sortir. On ne le connaît pas encore extrêmement bien, mais comme ça, Rémi, de mémoire, est-ce que sécurité, recherche et destruction, c'est des choses qui semblent intéressantes pour l'instant? Sur l'ancien pack de d'OP tactique, en fait, sécurité était peut-être ce qui était le plus fort. Recherche et destruction était un peu en dessous et souvent un peu. On le voyait venir, donc c'est vrai qu'on pouvait facilement le contrer quand on jouait contre. Avec le nouveau pack, sécurité a été légèrement nerfé, mais reste quand même très fort. Et recherche et destruction s'est pris un très bon up, ce qui fait que c'est deux archétypes qui sont particulièrement solides et qui vont surtout dépendre déjà du style de jeu qu'on veut avec la team. Est-ce qu'on veut jouer une team un côté un peu plus défensif? On optera dans ce cas-là pour sécurité. Ou bah, comme moi je les joue avec un jeu un peu plus agressif et dans ce cas-là recherche et destruction est parfaitement indiqué.
Et si je peux me permettre de déjà aller sur un peu l'analyse de cette équipe, ou en tout cas pour vous donner une saveur de jeu, c'est sa polyvalence qui va être une très bonne chose, dans le sens où on va avoir le choix d'être soit beaucoup en arrière, soit beaucoup en avant, ou alors le milieu des deux, un peu des deux, parce qu'on va pouvoir avoir une sélection d'agents qui va permettre les deux cas de figure. En fait, c'est une armée qui est très simple à prendre en main. C'est aussi pour ça qu'elle a beaucoup de succès, parce qu'il y a très peu de profils à apprendre. On le voit là sur la planche avec la composition d'armée, justement, où on a le choix entre deux types de profils, finalement. Des intercesseurs d'assaut qui ont la règle combattre deux fois qui est directement intégrée, ou des intercesseurs classiques qui ont la règle tirer deux fois qui est directement intégrée. À part quelques spécialistes, mais qui sont quand même orientés soit tir, soit cac, on a que ces deux profils finalement à faire et à mixer, ce qui fait que c'est une armée qui est quand même très simple à prendre en main et très facile à maîtriser. Et très peu cher. Et si d'ailleurs vous voulez une manière facile et très peu chère de pouvoir créer cette équipe, n'hésitez pas à vous référer à notre vidéo sur Warhammer Imperium, comment créer la team intercession avec 3,50 €, je crois qu'on pouvait la faire à une époque. Fallait être au bon moment, au bon endroit, mais grâce au numéro 1 de Conquest et à certains numéros de Imperium, donc c'est un peu plus que ça, c'est 13,50 €, on peut se faire cette équipe. Allez, on a fini de faire cette introduction, on va pouvoir passer directement aux agents. On a pour une team d'escouade intercession, c'est le nom de la faction pure et dure, on a un leader et 5 autres profils, enfin 5 autres unités, pardon, autres que le leader. Alors Rémi, vas-y, parle-nous du sergent. Alors, on est sur une team d'élite classique, comme tu l'as dit, donc avec 6 agents en général. Le sergent peut en choisir deux types, soit le sergent d'assaut, donc qui va être surtout orienté corps à corps, qui a la règle, comme je le disais, qui permet de combattre deux fois intégré, soit le sergent intercesseur, qui lui est orienté tir, et qui du coup va avoir la règle intégrée tirer deux fois. En dehors de cette subtilité, le sergent intercesseur d'assaut a accès à certaines armes intéressantes, je pense notamment au pistolet plasma, qui n'est pas disponible pour l'intercesseur classique et qui sera très utile dans des match-up élites, donc soit contre du miroir, donc c'est-à-dire contre les mêmes teams, soit contre du légionnaire ou du phobos par exemple. À l'inverse, l'intercesseur lui va toucher sur du 2 lorsqu'il tire. En contrepartie, il a une attaque de moins en fait au corps à corps et il ne touche pas sur du 2, il ne touche que sur du 3. Donc c'est vrai que sur de la horde, on peut choisir aussi bien l'intercesseur d'assaut que l'intercesseur classique, dépendant si l'on veut rester en arrière et pouvoir tirer deux fois plus régulièrement, ou si au contraire on a tendance à vouloir faire avancer son sergent pour permettre justement d'avoir plus de dégâts. Je pense par exemple avec un gantelet énergétique qui permet d'avoir 7 dégâts en critique et qui permet donc de one-shot certaines figurines au format par exemple vétéran. Et oui, on est en train de spoiler un petit peu tout ce qui se passe, mais ça reste très important pour savoir la constitution de l'équipe. Dès qu'on ira voir les profils, on va pouvoir analyser ça encore plus en détail. On a aussi 5 autres agents qui sont à dispatcher selon les profils suivants. Des guerriers d'intercesseurs d'assaut, un grenadier intercesseur d'assaut, donc celui-là c'est vraiment un spécialiste, on peut le dire. Un guerrier intercesseur avec 3 équipements possibles, le fusil de bolter automatique, le fusil de bolter ou le fusil de bolter stalker. Ce sont 3 profils qu'on va étudier tout à l'heure. Ensuite, on a aussi le mitrailleur intercesseur, qui est le second spécialiste parmi les unités autres que le leader, qui est équipé d'un lance-grenade auxiliaire et de l'une des 3 options, qui était celle des guerriers intercesseurs. Donc voilà, lui, il va avoir vraiment 4 profils en fait sur sa fiche. On a, à l'exception des guerriers comme d'habitude, un seul agent, c'est le concept des spécialistes. Et on rappelle ce que sont les armes à bolt. Donc c'est tout ce qui est écrit, le mot bolt, fusil de bolter, pistolet bolter lourd, etc. Et j'aime bien le petit remerciement aux playtesters, à la première griffe et au comité révolutionnaire Gretchen pour le bon et loyaux service. Il y a encore des playtesters dans le Kill Team. Alors, je me suis dit que les OP tactiques, on pourrait y passer juste après parce que je me suis dit que une très bonne chose pour pouvoir un peu donner la saveur de la team, plus que les tactiques de chapitre, plus que les stratagèmes, ce serait quand même de voir un profil d'un guerrier de base, à la fois un intercesseur d'assaut et à la fois un intercesseur normal. Comme ça, on démarre juste vraiment sur la base. Donc, vas-y Rémi, présente-nous un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un guerrier de base chez les intercesseurs. Les stats sont assez simples à apprendre. On est sur un format de Marines. Donc ça bouge à 6 pouces. Ça a 3 APL.
Ça a une défense de 3, une sauvegarde à 3+. La grosse force des intercessors, c'est leur nombre de PV, qui est quand même très au-dessus de la moyenne, avec 14 PV pour les guerriers, 15 pour les chefs, on le verra après. Du coup, ça en fait des personnages très résistants, en dépit du fait qu'ils soient assez peu nombreux. Et on le verra, il y a encore des moyens de renforcer ça. Au niveau des armes, donc l'intercesseur d'assaut, il va avoir un pistolet, donc limité à 6 pouces. Classique, c'est un bolter, donc 4 attaques, 3+, 3-4 de dommages, avec la règle perforant 1, c'est-à-dire si je fais un critique, du coup ça permet d'avoir un dé de défense en moins pour l'adversaire. Donc voilà, il En est bien, revanche, pas aussi bien que celui des Rivers, pardon de t'avoir coupé dans la team Phobos, mais il est quand même très bien avec le P1 déjà. ça reste très fort et on le verra après, mais bon, tout combat avec les armes à bolt, ils ont tous des armes à bolt, donc la question se pose pas trop. Et ça reste quand même très bien, par exemple, si on est à portée de charge, ça permet de tirer pour faire quelques premiers dégâts, pour pouvoir ensuite charger et essayer de tuer en un coup, par exemple. Donc il y a des combos sympas à faire. Et la force, justement, c'est le corps à corps. Alors, c'est pas des spécialistes de corps à corps, même s'ils ont 5 attaques. Ils touchent sur du 3. Ils font 4-5, c'est une épée tronçonneuse, mais elle n'a aucune règle spéciale. Et ils ont aucune capacité ou aptitude particulière. Ce qui fait que ils vont être très forts. Ils vont tanker grâce à leur point de vie. Mais contrairement à des spécialistes de corps à corps, ils n'ont pas ces frappes en premier ou retien de touche, etc. nativement. Du coup, ça fait que en duel, ça peut être une faiblesse que l'adversaire va pouvoir exploiter. Il faut se méfier. Faut pas envoyer ses intercesseurs d'assaut au cac bêtement. Oui, surtout Et que pour les 5 attaques 3+, on est quoi sur un taux de chance de 3 touches réussies à peu près? ouais, 3-4 à peu près, ouais. 3-4, voilà, donc après il faut faire ses calculs entre je frappe en premier ou alors on se fait parer en premier. Il y a un peu de ça à faire. Et puis niveau stratagème tactique, il faudra aussi voir ce qui peut être intéressant pour un peu aller chercher les réussites. On vous spoil, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, je crois. Ce qui est très bien, par contre, c'est que les dégâts suffisent à tuer tout ce qui est profil vétéran, breacher, donc tout ce qui a 8 PV assez facilement. 9, ça peut être un peu plus tendu puisqu'il y a une normale, mais c'est faisable aussi. Donc ça permet quand même de pouvoir taper en 2 coups. Et on peut se permettre de tanker un coup ou deux vu qu'on a 14 PV encore une fois. Donc ça nous met pas forcément en danger. On verra que de toute façon, les intercesseurs jouent beaucoup sur leur stock de PV. Exactement, et Et c'est pour aussi pour ça que c'est une team qui est adaptée aux débutants, parce qu'elle permet un peu d'erreur et de ne pas se faire one-shot à la première occasion, sauf par quelques lance-plasma bien placés. On va passer à la suite sur le guerrier intercesseur pour avoir l'autre profil un peu de base, pour un peu avoir cette idée. Donc les stats sont les mêmes, on reste sur un profil de Marines classique, j'y reviens pas forcément. La discipline du bolter, donc qui permet de tirer 2 fois. Ce qui est très fort parce que les autres élites, entre guillemets, sont obligés d'utiliser un point de commandement pour avoir le même type d'aptitude, alors que là c'est gratuit et que l'armée peut le faire. Après au niveau des armes, donc on va se retrouver avec 3 types de fusils. Le fusil bolter automatique, 4 attaques, 3+, 3-4 avec la règle incessant, donc relance les 1. Il est sympathique, on verra qu'après il combote bien avec certains équipements. Le fusil bolter qui est celui que vous allez mettre la plupart du temps, parce qu'il fait 4 attaques, 3+, 3-4, perforant 1. Donc les critiques font un dé de sauvegarde en moins. Le fusil bolter stalker, malheureusement, vous ne le prendrez quasiment jamais, puisque certes il a la règle PA1, c'est-à-dire que vous retirez d'office un dé à l'adversaire, mais il a aussi la règle lourd. Ce qui fait que ça vous empêche de pouvoir bénéficier de votre mouvement ou de la discipline du bolter pleinement. On le rappelle, lourd, en fait, on peut quand même se déplacer d'un sprint, mais pas d'un mouvement entier. C'est exactement ça. Voilà. Donc le problème, c'est que vous allez alterner finalement entre les bolters et les bolters automatiques. Ce qui est bien pour le roster, vu que c'est la même figurine, hein, c'est pour ceux qui ne le savent pas, les Marines ont fait la distinction au niveau des armes en fonction du chargeur. Donc à part si vous tombez sur un joueur très pointilleux, ça ne m'est pas arrivé, vous annoncez à votre adversaire c'est telle arme au début de la partie, ça posera aucun problème. Donc avec une figurine, finalement, vous avez 2 types de profils différents. Un, l'incessant qui va être très bien contre de la horde, justement, et le fusil bolter qui a la règle P1 qui va être plutôt utilisé contre de l'élite. Et donc même chez le guerrier intercesseur de base, il y a ce côté polyvalence qui est très intéressant. Et en termes de hobby, une certaine facilité à pouvoir les sortir, même quand on a une figurine de base. Voilà. Mais ça peut toujours être intéressant d'avoir un petit token fait maison avec écrit automatique ou normal ou stalker pour rendre ça encore plus simple à votre adversaire si vous êtes très sympa. Alors, tant qu'on y est, on va peut-être parler des petits spécialistes. Là, on est sur l'intercesseur mitrailleur avec
son lance-grenade auxiliaire. Alors, je vais pouvoir l'expliquer. On est sur le même profil en général et vous avez vu que tout à l'heure, en fait, il choisissait aussi une sorte de bolter, donc exactement pareil que ce que disait Rémi. On va avoir, en plus du bolter, on va avoir le lance-grenade auxiliaire qui, par contre, ne peut pas être choisi pour faire des états d'alerte, mais qui va avoir 2 profils en plus. Donc, dans ce profil-là, vous allez pouvoir choisir entre la frag ou la crack. La frag, c'est 4 attaques 3+, de 4 déflagration à portée rond, donc 2 pouces, ou le profil crack, 4 attaques, 3 4, 5, PA1. Donc là, on est toujours sur la question de la polyvalence ou du match-up. Selon les hordes ou le fait que vous ayez des figurines impactées, vous allez pouvoir lancer une grenade crack en déflagration ou pour la crack, la balancer même à un petit leader de Genestealer Cult ou autre qui est là parce qu'il a 9 PV, c'est toujours aussi pratique, même si la team en face c'est une team horde quoi. Donc on est encore vers de la polyvalence et discipline du bolter est intéressant parce que là c'est si une arme à bolt est choisie pour au moins une des 2 attaques de tir, donc en fait discipline du bolter fonctionne nativement Rémi. Exactement ça. Donc en fait, vous allez choisir en plus du lance-grenade auxiliaire, vous allez choisir un des 3 fusils bolter. Donc dans votre roster, vous allez avoir une version avec le fusil automatique et une avec le fusil bolter classique. Comme je l'ai dit, le stalker, vous pouvez le prendre, mais je le trouve pas forcément intéressant. Et après, c'est vous qui choisissez avec quelle arme vous tirez. Donc en général, le premier tir, vous allez le faire avec le lance-grenade, en fonction de la situation, plutôt crack, plutôt frag. Et après, si vous voulez faire un deuxième tir, vous utiliserez le fusil bolter que vous avez sélectionné. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, dans le noir, donc dans les règles de combat confiné, on peut se mettre en garde vu qu'on a un double tir. Non, tout à fait. Et c'est ça qui devient très intéressant. On n'a pas Donc on besoin peut tirer d'avoir avec un stratagème ou quoi que ce soit pour nous permettre de réaliser ce double tir-là. On ne peut pas faire un triple tir, donc on ne peut pas faire 2 fois le tir puis la garde. Ce sera un tir, puis garde. C'est ça. Là, on peut tirer avec le lance-grenade et se mettre en garde, puisqu'effectivement, il nous reste notre fusil bolter qui permet de faire une action de tir classique. Et toujours en termes de hobby, c'est une figurine qui peut éventuellement se faire kit bash facilement en prenant un deuxième cul de bolter comme ça, une petite sortie et puis éventuellement un petit truc pour faire genre qu'il y a une grenade ou 2 en dessous. Et puis ça fonctionne très bien quoi. Ça C'est ça. reste aussi du kit bash low cost quoi, comme on peut dire. On remonte sur l'intercesseur d'assaut grenadier. Donc on en avait un, c'était le lance-grenade, là c'est le grenadier. Vous avez bien le droit de prendre un de chaque dans votre équipe. C'est pas parce qu'il y a la data slate qui dit les grenades, tout ça. Non, non, c'est vraiment là vous avez le droit d'avoir un de chaque. Alors lui, ce qu'il a d'intéressant, il a toujours le même profil que un peu en haut avec l'intercesseur d'assaut classique, mais il va avoir aussi l'aptitude grenadier. Cet agent est équipé de grenades crack et frag et elle ne coûte aucun point d'équipement. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre, Rémi. De toute façon, je vais spoiler un petit peu la composition d'armée, mais pour faire simple, vous allez à chaque fois prendre au moins le grenadier d'assaut et au moins le gunner, donc c'est-à-dire le mitrailleur. Et après, vous ferez votre composition en fonction de ce que vous avez en face, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin d'être plus guerrier d'assaut ou intercesseur classique. Mais les 2 spécialistes, vous allez les prendre. Le grenadier est très fort. Donc je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi toutes les modifications, il y a eu une modification dans les fiches d'équilibrage qui dit que désormais, quand on a l'étape de choisir ses équipements, on ne peut prendre qu'un seul équipement de type indirect dans sa team. Et que si au moment de construire sa kill team, on a pris un agent qui avait ce type d'équipement, ça compte dans la restriction. Donc là, en l'occurrence, grenade frag, grenade crack, vous les avez directement gratuites dans le profil de la figurine. Vous n'avez donc pas à les payer, vous ne pouvez pas les prendre sur d'autres figurines. Donc c'est tout bénef. Alors, le seul inconvénient à ça, c'est qu'on va avoir une seule figurine qui va avoir 2 équipements. Mais bon, ce désavantage-là est compensé par le fait que les 2 sont gratuits. C'est pas gênant parce que de toute façon, en grenadier, on sait que il y a très peu de chances qu'une fois qu'il a lâché sa grenade, il reste en vie derrière. Parce que c'est à peu près le cas de tous les grenadiers. En fait, il s'est approché tellement près pour pouvoir l'utiliser qu'il va se prendre des tirs derrière. Et que de toute façon, on n'a pas spécialement de match-up où on a envie d'avoir et une frag et une crack. Donc en général, c'est plutôt un bonus d'avoir les deux. Hormis peut-être Hunterclade, où je verrais peut-être un intérêt à avoir la frag et la crack, et encore. Sinon, non, il n'y a pas de besoin. Et c'est vrai que j'ai jamais ressenti en tout cas de pénalité à l'avoir. Si vraiment vous voulez prendre les 2 grenades,
ça vous coûtera déjà 5 points d'équipement, et ça C'est vous ça. oblige à dispatcher ça sur d'autres figurines, donc c'est Et pas on va le forcément voir tout à l'heure, les équipements valent vraiment le coup. Alors oui. bon, on va continuer sur nos profils et on va revenir sur les leaders. Et j'en profite pour dire que pour ceux qui ne sont pas habitués à ces histoires de fac ou de plaquettes d'équilibrage, il faut aller sur le site de Warhammer Community, dans la partie fac ou download, mettre le pays, souvent France. Bon, et là, il se trouve que la fac n'est pas en français, mais allez dans le pays France en général, vous avez quand même les dernières, et vous trouverez cette plaquette d'équilibrage et c'est fac. Alors, le sergent d'assaut intercessor, Rémi, qu'est-ce qu'il a de différent? Comme je le disais en préambule, en fait, on voit au niveau des armes qu'on peut prendre qu'il y a des armes qui sont un peu exclusives au profil que l'on va choisir. Donc le sergent d'intercesseur d'assaut, ça reste un spécialiste de CAC. Donc 5 attaques, touche sur du 2+, hormis avec le marteau et le gantelet qui touche sur du 3+. De très bons dégâts. Il n'a pas de règles spécifiques, c'est-à-dire qu'il a les mêmes règles que les autres agents, contrairement à d'autres teams où en général le leader a une règle un peu unique à lui. Donc là, c'est pas le cas. Et l'avantage qu'il a par contre, c'est qu'il peut choisir des armes intéressantes comme le pistolet à plasma, qui sera très utile contre des teams élites par exemple, ou un lance-flamme léger qui pourrait être sympa dans Into the Dark ou contre des teams un peu plus populeuses. Alors, on le rappelle, dans la saison, si on peut dire ça, dans laquelle nous sommes, dans le noir, les lance-flammes ont l'étal 5+, donc c'est les armes à torrent, à blast et à projection qui ont l'étal 5+. C'est pour ça qu'on dit que c'est très intéressant dans le noir. C'est Alors, pas bah, très intéressant, ça reste plus intéressant. voilà, oui, surtout que celui-là, il est dégâts 2-2, c'est pas un lance-flamme warp des coteries du warp ni rien. Euh, C'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme chance de prendre l'un ou l'autre si on veut monter sa figurine? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de monter toutes les options de ça ou est-ce qu'il y a vraiment deux ou trois options qui sont les meilleures, voire même une seule? Clairement, là, je mettrais le classique pour l'intercesseur d'assaut, pistolet plasma et épée tronçonneuse. C'est quand Et je même la valeur m'arrêterai là. sûre. Voilà. Après, si quelqu'un veut s'amuser, il peut éventuellement monter une version en gantelet énergétique. Mais même si je l'ai monté, je l'ai jamais joué. Parce que, en fait, si on veut tuer de la horde, on va plutôt s'orienter sur un intercesseur classique qui a accès à de bonnes armes, notamment l'arme énergétique, qui est classique, hein, 4 attaques, 3+, 4-6, létal 5. Donc qui fait le café parce qu'elle tue très bien des figurines de type horde, en ayant justement un fusil qui peut tirer 2 fois sans portée. Donc c'est pour ça que sergent d'intercesseur d'assaut, je conseillerais de monter qu'une seule version en plasma et épée tronçonneuse. Et magie du montage, on a ici les dégâts pour la comparaison entre les gantelets énergétiques et les armes énergétiques. Alors je fais un petit peu le commentaire pour expliquer comment ça fonctionne. Il y a un site qui permet de calculer ce genre de choses. On va pouvoir vous le donner en commentaire. Et en fait, moi j'ai mis toutes les caractéristiques de l'arme, du gantelet énergétique, toutes les caractéristiques de l'arme énergétique. Bon, là, c'est un simulateur dans le cadre d'une attaque de tir, donc c'est pas très fiable, mais j'avais mis 3 dégâts, 3D avec sauvegarde à 5+. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la différence entre ces courbes. C'est que pour pouvoir faire 5 dégâts avec le gantelet énergétique, vous êtes déjà énormément plus haut que l'arme énergétique, parce qu'elle mettra au minimum 6, mais elle est à un certain nombre de pourcentages en dessous du gantelet énergétique pour mettre 5 dégâts. À 6 dégâts, là, c'est le moment où l'arme énergétique est meilleure que le gantelet. Vous voyez que la courbe passe au-dessus. Elle est meilleure de quelques pourcentages aussi. Mais dans ce jeu, il y a très peu de figurines qui ont seulement 6 points de dégâts. Donc on peut se dire que ce n'est pas vraiment une manière de les répartir, en tout cas sur ce paramètre-là. Par contre, si on va sur le 7 dégâts, l'arme énergétique, elle, a besoin de faire une touche normale, une touche critique ou moins 2 touches pour pouvoir avoir l'ensemble de 7 dégâts, parce qu'elle est 4-6. Mais par contre, le gantelet énergétique, lui, sur son critique, il la passe. Et là, il a beaucoup plus de chances d'atteindre les 7 dégâts. C'est un petit peu la limite souvent des points de vie d'une faction populeuse, donc 7 ou 8, mais là on part d'un cas de 7. Et même dans le cas à 10 PV à enlever, là, le gantelet énergétique est plus efficient que l'arme énergétique. Donc là, je pense, Rémi, qu'il n'y a pas photo. En effet, c'est le gantelet énergétique qui gagne, quoi. Le gantelet énergétique a cette capacité à pouvoir être utile à la fois contre de la horde, où il peut one-shot des figurines à 7 PV, et également contre du Marines classique, parce que en combinant un critique et un normal, ça fait 12, ce qui est à peu près le profil de tous les Marines. Ce qui fait que c'est une arme qui est plutôt bonne,
surtout sur un profil de CAC, donc qui touche à 3+, que je rappelle, les gantelets touchent toujours à 1 de plus par rapport aux armes classiques. Donc ça reste encore acceptable 3+. Donc c'est une arme qu'on peut choisir en combinaison par exemple avec le pistolet bolter lourd. Ça marche très bien ensemble. Euh, Maintenant, c'est pas forcément le profil que vous allez jouer le plus souvent. Comme je le disais, c'est soit le pistolet plasma, soit directement un sergent intercesseur. Et le marteau Thunder, dans tout ça, bon, il est 5-6 dégâts. C'est aussi pour ça que le cap des 7 PV ne va pas être aussi facile à atteindre. Étourdissant, c'est intéressant, mais brutal, c'est vrai qu'empêcher de parer grâce à des touches normales, c'est quand même très très chouette, quoi. Donc le gantelet, il reste encore meilleur que le marteau Thunder. Alors, on va pouvoir passer au deuxième leader tant qu'on y est. Nous avons le sergent intercesseur. Tu nous en avais parlé un petit peu plus, alors je te laisse continuer. Et je vais enlever la belle image. Voilà, il a le même fusil que les autres, hein, donc ça ne change pas, sauf qu'il touche sur du 2+, au lieu du 3+, qui devient très intéressant avec le fusil bolter automatique qui a la règle incessant qui relance les 1. Ce qui fait qu'on est sur 4 attaques, 2+, 3, 4, qui relance les 1. Donc ça fait une arme qui est très fiable, et c'est en général l'arme qu'on va mettre plutôt sur le leader, justement pour avoir quelque chose de stable avec un double tir, ce qui évite d'avoir à utiliser des points de commandement pour faire des rerolls. On verra que les points de commandement sont quand même assez utiles dans cette armée. Et puis, Un il type y a aussi d'arme. toujours le fait d'avoir toujours un moyen de dépasser les 3 attaques qui passent, parce qu'au moins on est sûr que celles qui seront après le chiffre 3 en nombre de dés retenus vont passer, quoi, parce qu'il n'y a, il y a aucun profil dans notre jeu qui a plus de 3 dés de défense. Il y en avait au départ, mais ça a été faqué. Ah oui, c'est Et vrai. du coup, c'était une erreur. Mais du coup, en général, on va lui mettre une arme énergétique parce que, bah, comme je le disais, 4 attaques, 3+, 4, 6, létal 5. C'est une arme qui est un peu passe-partout. Elle est bonne contre de la horde, elle est bonne contre de l'élite. Donc c'est plutôt sympa. On prendra pas le gantelet parce que là, il touche sur du 4+, ce qui fait que c'est beaucoup trop aléatoire pour espérer faire des touches dessus. Du coup, c'est pour ça que si vous voulez prendre un gantelet, orientez-vous vers un intercesseur d'assaut. Niveau hobby, bon, ça c'est pas évident, un intercesseur avec une épée énergétique, mais ça peut se faire. Au pire, vous le dites et vous mettez un petit token à côté. Mais par contre, moi, j'irais peut-être sur autre chose, c'est que le gantelet énergétique, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours cette limite du 7 PV qui peut être intéressante, mais le sergent intercesseur, c'est plutôt celui qui va se faire charger plus que être chargé. Donc, bon, il faut quand même avoir un petit peu, se dire que en notre faveur, on va pouvoir avoir le brutal qui va être empêché d'être paré si on se fait charger, mais qu'au moins, dès qu'on va pouvoir placer une touche, si elle est critique, on peut lui mettre 7 dans sa mouille. Mais bon, voilà, faut quand même faire un 6 sur 4 dés. C'est ça l'histoire. Mais bon, Rémi C'est a beaucoup quand trop même aussi risqué. la Ouais. voie de l'expérience. 4+, ça te fait une chance sur 2 de pouvoir faire 2 dégâts, enfin 2 dés. Ah, c'est pas exceptionnel. Donc, Jack, c'est pas des spécialistes de corps à corps, ils ont que 4 attaques. C'est vraiment dans des scénarios très particuliers et tu préféreras toujours l'arme énergétique derrière. Et puis, on n'est pas capable de recharger un bolter avec un gantelet énergétique. Donc là, on a fait notre passage C'est plus compliqué. sur les 6 profils. Et ben, je pense que c'est le moment d'aller voir les stratagèmes. Quoique, non, 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 attends, on va quand même se donner notre petite cerise sur le gâteau parce que c'est ça qu'on aime chez les intercesseurs, c'est les aptitudes. Alors, pour vous résumer, il y a quand même quelque chose de beau dans ce jeu, des fois, c'est qu'il y a des gimmicks qui sortent, voilà. Le gimmick des légionnaires, c'est de pouvoir faire un list building avec 4 marques, même une cinquième. Et là, dans notre cas-là, les intercesseurs, ils ont des tactiques de chapitre. Qu'est-ce que c'est, Rémi, ça? C'est la spécificité de l'armée qui fait un petit peu tout le succès de l'armée également. C'est vous avez le choix. Alors, vous allez voir, il y a 4 catégories. N'en tenez pas forcément compte parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on le verra. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez 12 tactiques en fait, et vous allez en choisir 2 pour votre roster complet. Donc si vous faites une partie en amical, vous les choisissez, il n'y a pas de souci. Si par contre vous allez jouer dans un événement, que ce soit un tournoi ou des parties organisées, là vous devrez les choisir au moment où vous faites votre liste d'armées, et vous ne pourrez pas les changer pendant toute la durée du tournoi. On verra, il y a un moyen de le faire, mais c'est quand même assez anecdotique. Ce qui fait qu'il faut les choisir correctement en prenant en compte le type de scénario que vous allez avoir et ce que vous voulez faire, c'est-à-dire votre style de jeu. Mais on verra que les 12 tactiques de chapitre, toutes sont jouables. Clairement, il n'y en a aucune qui est à jeter. Il y en a juste certaines qui sont beaucoup plus fortes que d'autres d'un point de vue compétitif. Et on va pouvoir démarrer avec, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? C'est la catégorie
la catégorie zèle martiale avec la première capacité qui s'appelle agressif. Alors, chaque fois que cet agent de combat en mêlée a une activation lors de laquelle il a accompli une action chargée, ses armes de mêlée gagnent la règle de touche critique perforant pour le combat concerné. Alors, comme ça, une note de 1 à 4. Je dirais un petit 2. Un Pourquoi? petit Tout 2. simplement parce que, on le verra après, hein, toutes les capacités qui vous demandent ou qui ont une restriction pour pouvoir s'appliquer, en général, on va éviter de les choisir, tout simplement parce qu'il y a des chances qu'elles ne s'appliquent pas. Là, par exemple, si on ne charge pas et qu'on se fait charger, bah, cette capacité ne sert à rien. Donc c'est vrai qu'on aurait pu prendre autre chose qui aurait pu s'appliquer tout au long de la partie. En l'état, elle est très bien. Donc ça va être plutôt si on veut jouer un profil intercesseur d'assaut. Ça permet effectivement de pouvoir avoir la règle perforant qui, je le rappelle, si on fait un critique, ça permet de retenir une de ses touches normales comme une critique. Donc ça reste très intéressant et ça permet de booster un petit peu ses dégâts. Maintenant, ça reste conditionnel, donc on verra qu'il y a mieux après. C'est si on veut mettre 2 critiques au gantelet énergétique pour être sûr de tuer 2 fois un Xeno, évidemment. Ça, C'est d'ailleurs, ça. en termes de hobby, ce qui est magnifique, c'est qu'on va pouvoir à la fois faire le choix de la tactique en termes de jeu, mais aussi le choix du fluff pour se dire, bah tiens, mon chapitre à moi, c'est mon chapitre de Marines. Je lui donne ces 2 types-là parce que c'est ce qui correspond à leur personnalité ou à ce que j'ai écrit. Et donc là, on est peut-être sur quelque chose d'un peu White Scar, par exemple. Peut-être encore plus Exactement. White Scar, mais... C'est comme ça que c'est vendu par Games Workshop, c'était on vous donne la liste intercesseur sans leur mettre de chapitre spécifique, et on vous donne des tactiques un petit peu pour ceux qui veulent jouer fluff. Vous choisissez les tactiques qui vous intéressent le plus, donc là clairement on est sur des tactiques avec des chapitres plutôt corps à corps, donc je pense notamment par exemple au Black Templar ou White Scar, qui peuvent être assez intéressants, même si White Scar on verra qu'il y en a en dessous qui répondent peut-être mieux encore. Moi, j'avais mis ma pièce sur une team sur mesure par chapitre, mais bon, voilà, ils ont tout mis d'un coup et en plus, c'est gratuit. Donc, merci à Games. Le prochain, c'est Brother. Chaque fois que cet agent combat en mêlée, à l'étape résoudre les touches réussies de combat, chaque fois qu'il part une touche critique, vous pouvez choisir une touche supplémentaire de votre adversaire et la défausser. Donc, on est encore sur le corps à corps. On est un peu Black Templar là aussi. Et on enlève des dés pour ensuite encore mieux frapper notre adversaire. Alors, une note de 1 à 4. Il est beaucoup mieux que le précédent justement, donc je le mettrai peut-être à 3 ou 4. Il y a une petite faute par contre dans l'intitulé. C'est pour ça que moi je joue beaucoup avec les règles anglaises maintenant et c'est vrai que ça aide à les repérer. C'est pas chaque fois qu'il part une touche critique, c'est chaque fois qu'il part avec une touche critique. Donc ça vous fait la même aptitude que si vous aviez un bouclier en fait. Vous faites une parade avec une touche critique, bah, au lieu d'enlever un seul dé à l'adversaire, vous lui en enlevez 2. C'est très fort, mais ça reste très situationnel. C'est-à-dire que si vous affrontez par exemple des taux, des Pathfinder, vous savez que vous allez peu aller au contact et il va pas forcément vous faire beaucoup de dégâts, donc ça va pas beaucoup vous servir. Mais par contre, si vous affrontez du légionnaire ou du blooded, qui sont des armées plutôt orientées corps à corps, ça peut être intéressant d'avoir ça. Mais comme je l'ai dit, hormis si vous êtes en partie amicale et vous savez quel adversaire vous allez affronter, dès lors que vous allez sur un événement, vous ne savez pas qui vous allez affronter. Ce qui fait que c'est là où pour moi elle devient moins utile dans ce cadre-là. Mais en partie amicale, par contre, elle est très sympa. La suivante est beaucoup plus rapide car il s'agit de rapide. Ajouter donc triangle, un pouce à la caractéristique de mouvement de cet agent. On est exactement dans ce que tu disais là. Voilà, c'est 5, hein, clairement. Donc c'est peut-être une des 3 que vous allez retrouver la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'elle s'applique tout le temps, quelle que soit la situation. Et ajouter un pouce, ça peut sembler peu, sauf que sur Kill Team, qui est un jeu qui se joue sur des petites maps, ça a une importance qui est hallucinante. C'est-à-dire que vous rajoutez un pouce à votre déplacement classique, mais vous ajoutez un pouce à votre distance de charge. Ce qui vous permet de vous mettre en place à portée de charge sans que l'adversaire puisse vous charger si jamais vous n'avez pas l'initiative. Donc c'est quelque chose de quand même très très fort. Plus fort en map open qu'en Into the Dark, on le verra. Mais ça peut jouer dans toutes les configurations. Donc si vous savez pas quoi prendre déjà, c'est le premier que vous allez prendre celui-là. Et voilà, c'est rapide. En termes de décision aussi, alors évasion tactique, comme catégorie, nous avons pilleur. Cet agent peut accomplir l'action chargée en étant à portée d'engagement d'un agent ennemi. En outre, chaque fois que cet agent accomplit une action de mouvement normal, il peut se déplacer à portée d'engagement d'un agent ennemi. Qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Il y a eu beaucoup de débats sur celle-là parce que la règle telle qu'elle est écrite là, en fait, ne fonctionnait pas. Je vais pas rentrer dans le débat parce que c'est des règles un peu compliquées. Juste pour simplifier, Games Workshop a faqué et du coup maintenant on peut charger en étant au corps à corps, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Du coup, elle peut être intéressante, encore une fois très situationnelle, mais je pense par exemple à des combats contre Vedgard qui ont le stratagème seule la mort met fin au devoir.
où justement il va se faire un malin plaisir à vous charger sans vous combattre. Vous allez essayer de le tuer, et si jamais la figurine n'était pas activée, bah, vous restez bloqué au combat, ce qui est quand même assez chiant. Là, ça vous permet de vous en sortir. C'est situationnel, je le recommanderais pas forcément, mais c'est quelque chose qui est sympathique. Très bien. Après, on a furtif, totalement Bloodraven ici. À chaque attaque de tir contre cet agent, à l'étape jetez les dés de défense de l'attaque de tir avant de jeter vos dés de défense. S'il est à couvert et à plus de hexagones, donc 6 pouces de l'agent actif, vous pouvez faire l'une des choses suivantes. Retenir un dé supplémentaire comme sauvegarde normale en vertu du couvert, ou retenir un dé comme sauvegarde critique réussi au lieu d'une sauvegarde normale en vertu du couvert. Alors, Forte. Malheureusement, la plupart des faiblesses des teams élites, ça reste des armes comme le plasma ou le fuseur, qui du coup enlèvent des dés de défense, ce qui fait qu'elle aura finalement peu d'intérêt. Et c'est pas les armes classiques qui vont vous faire beaucoup de dégâts, d'autant plus que vous avez 14 à 15 PV. Donc pareil, encore une fois, c'est pas quelque chose que vous allez retenir. Une des plus faibles, je pense, du lot. surtout qu'on a une sauvegarde à 3+ aussi, c'est ça l'idée. C'est exactement ça. Donc c'est très fluff, mais 1 sur 4, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. On a ensuite mobile. Cet agent peut accomplir l'action battre en retraite pour un point d'action de moins jusqu'à un minimum de 1 PA. T'en penses quoi de celle-là? Anecdotique, ça va être assez rare puisque bah on a 3 APL, donc on peut battre en retraite et pouvoir tirer, et même si on aimerait pouvoir battre en retraite pour un point de moins, c'est pas quelque chose qu'on va faire, on est limité à 2, donc encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va prendre, sauf si on a déjà prévu, pour une raison que j'ignore, de vouloir envoyer ces intercesseurs d'assaut chargés pour ensuite pouvoir battre en retraite et pouvoir tirer ou recharger derrière. Sur le tour d'après, bien sûr, parce qu'on peut pas le faire en même tour. Donc encore une fois, celui-là est assez faible, j'en vois peu l'intérêt. Ouais, peut-être contre Blooded si les gens viennent te charger au cac et toi tu veux juste sortir pour mitrailler derrière. Mais bon, voilà, c'est Mais très faut avoir prévu circonstanciel. Voilà, il faudra prévu de jouer contre Blooded en intercesseur. Donc encore une fois, en amical, il y a des intérêts. En partie plus classique, c'est-à-dire en événement ou tournoi, malheureusement, on ne sait pas contre quoi on tombe, donc ça, c'est trop risqué de le prendre. Alors, résistance génoforgé, celui qui est le plus court à lire, inflexible, ajoutez 1 à la caractéristique de PV de cet agent. Simple efficace, Sur le non? papier, ça semble très fort parce que ça nous fait passer nos agents à 15 PV et le leader à 16. Malheureusement, ça ne nous empêche pas de mourir sur les mêmes armes que j'ai citées avant, c'est-à-dire le fuseur et le plasma. Donc même si l'idée est bonne, on va préférer le suivant, petit spoiler. Oui, et puis même dans inflexible, au final, si on se fait tirer par des armes à bolt, bah, il faudra dans tous les cas 5 tirs avant de mourir, quoi. Qu'on est ou pas Ça, inflexible. Alors, on a ça fait pas durable passer en de palier effet. en fait. Ah, pardon. Vas-y, vas-y. Non, non, j'allais partir sur durable, mais si tu veux rajouter quelque chose sur inflexible, vas-y. Non, non, je disais juste que ça fait pas passer de palier. En fait, c'est comme ça qu'on va calculer si une capacité est bonne ou pas. Vous regardez les armes et vous vous dites en combien de coups il faut pour me tuer. Est-ce que ça vous permet de passer à un coup de plus? Pour faire simple, inflexible sur un plasma qui en surcharge, il n'y a que le leader qui pourrait rester en vie avec un PV avec cette capacité, ce qui fait que ça fait un peu cher payer une capacité pour une seule figurine. Et pour un cas très précis de défi de l'un vers l'autre. Alors, on a durable, les touches critiques infligent un dégât de moins à cet agent. Je crois que c'est ton Bah, c'est préféré, peut-être. celle-là. Voilà, bah, c'est pas seulement mon préféré, hein, c'est le préféré de tout le monde et celui qui est détesté par tout le monde. C'est celui qui est le plus fort et qui fait que les intercessions sont les intercessions. Donc on a beaucoup de PV, et en plus de ça, cette aptitude en fait permet de les rendre encore plus résistants. Donc bah, ça vous permet là par contre de passer des paliers, parce que certes c'est pas comme les légionnaires où c'est les dégâts normaux qui sont réduits de 1, sauf que nous on n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on n'a pas de minimum, et ça permet de pouvoir toucher les critiques. Et je pense par exemple à du Breacher qui a des armes 3-3. Bah, il aime pas faire des critiques du coup parce qu'il touchera moins fort avec son critique qu'avec sa normale, Ça, puisqu'il c'est passe drôle, à 2. ça. Exactement, ou des armes à lance-flamme par exemple. Donc c'est pour ça que ça reste ce qui est le plus fort et celui que vous prendrez quoi qu'il arrive, sauf si vous voulez changer pour vous amuser, hein. Mais dès que vous voulez monter une team intercession en vous demandant qu'est-ce que je joue, celui-là c'est le numéro 1. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et derrière vous lui ajoutez rapide si vous êtes en open et un autre qu'on verra plus tard en ITD. Alors, on est encore dans la résistance génoforgée avec robuste. À chaque attaque de tir contre cet agent, à l'étape jeter les dés de défense de l'attaque de tir. Les résultats de dés de défense retenus de 5+ sont des sauvegardes critiques au lieu de ceux de 6 seulement. T'en penses quoi? Allez, 5, mais pour la défense. En soi, l'aptitude n'est pas mauvaise, mais quand on la compare à un durable, par exemple, bah, il n'y a pas photo, donc du coup, elle peine un peu à la comparaison. Alors que ça reste intéressant, on est quand même bien résistant, et pouvoir sauvegarder sur du 5 et du 6, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu préfères sauvegarder un crit
ou enlever un dégât au crit, parce que c'est ça qu'on peut se demander par exemple. Enlever un dégât, c'est ce qui fera le plus fort. En fait, dans Kill Team, on voit bien, hein, les teams qui sont assez fortes sont celles qui ont de la résistance en plus des dégâts et qui peuvent donc soit réduire les dégâts, soit augmenter le nombre de PV ou les rendre plus difficiles à toucher. Donc durable largement au-dessus. Robuste et sympa parce qu'on veut faire absolument des dés de défense critique pour nous laisser le choix. Parce que la critique permet de parer soit une normale, soit une critique. Donc on aime bien avoir le choix dans ce type de jeu. Mais non, c'est pas, ça reste en dessous de durable, donc vous n'allez pas forcément le prendre. On est quand même sur une discipline, en tout cas une catégorie qui est absolument super forte, quoi. Quand on compare les trois, même robuste, moi je l'aime bien. Les gens peuvent, au départ, les gens peuvent prendre inflexible et durable pour avoir un PV de plus et réduire les dégâts critiques. Mais encore une fois, en regardant, ça ne vous fait pas passer de palier particulier, sauf cas très exceptionnel. Du coup, durable en lui-même se suffit, il est tellement fort de toute façon que voilà, il n'y a pas besoin de prendre autre chose avec. Et ça permet justement de prendre une autre aptitude pour se faire plaisir. Et voilà. Ensuite, on va avoir discipline de fer. On arrive au bout. Avec précis, chaque fois que cet agent fait une attaque de tir avec une arme à bolt, à l'étape jeter les dés d'attaque de l'attaque de tir. Si vous retenez une ou plusieurs touches critiques, l'arme gagne la règle spéciale pas de couvert pour l'attaque de tir en question. Pour agressif, c'est conditionnel parce qu'il faut que vous ayez fait une touche critique pour pouvoir réussir. Donc c'est intéressant de pas avoir d'avoir la règle pas de couvert. Maintenant, ça reste situationnel. Faut que le scénario ou la map le demande. Encore une fois, quand vous jouez, vous savez pas forcément sur quoi vous allez tomber. Donc en partie amicale, ça peut être très sympathique, notamment avec une équipe orientée intercession classique, donc plutôt des tireurs. Mais c'est pas quelque chose que je recommanderais de façon usuelle, on va dire. Surtout qu'on n'a pas de létal 5+ sur nos armes à bolt, en fait. C'est ça aussi qui est à prendre en On le compte. verra qu'on peut le donner pour certaines armes, mais on l'a pas nativement, non. Ouais. Alors, méthodique, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs à la capacité de tir ou à la capacité de combat des armes de cet agent. Le troisième point, qui est quasiment une obligation, on va dire, celui-là pour ITD. Donc pourquoi il est très fort? Tout simplement parce que vous avez 14 PV, vous allez passer une grande partie de la partie justement avec des agents qui vont être sous le cap du blessé et qui du coup, sans cette aptitude, toucheraient sur du 4+. Ça vous permet également de faire l'action garde en ITD, qui est un Overwatch, mais qui vous permet de ne pas avoir la modificateur à la capacité de tir. Ça vous permet de faire un Overwatch classique sans avoir la modification, donc ça vous touchez toujours sur du 3+. Tout en étant blessé aussi. Exactement. Donc du coup, c'est très très fort. Ça a juste été faqué pour clarifier, c'est-à-dire que si jamais vous avez une règle comme celle des Jailerpox qui vous dit que au corps à corps, vous serez toujours considéré comme étant blessé quoi qu'il arrive, du coup, méthodique ne s'applique pas. Donc en dehors de quelques cas très très particuliers où méthodique ne fonctionne pas, c'est vraiment le point que vous allez prendre. Donc durable rapide ou durable méthodique, c'est les deux combinaisons que vous allez retrouver dans les majeures parties des cas. Pour faire rager dans les chaumières. Alors, on a à la Exactement. fin tireur d'élite meurtrier. Pour l'arme à bolt dont cet agent est équipé, soustrayez 1 à sa caractéristique de dégâts critiques. L'arme gagne la règle spéciale touche critique BM1. Range au même niveau que mobile qu'on avait vu, c'est-à-dire que c'est vraiment très faible par rapport aux autres. Une touche critique sur les dégâts, pourquoi pas, mais c'est beaucoup trop faible par rapport aux autres aptitudes, ce qui fait qu'on la choisira jamais. En fait, ce que disaient les gens, c'était au final, mettez-nous BM2 ou BM3 qu'on ait vraiment envie de la prendre, mais là, sinon, c'est pas assez bien fait, quoi. Ah, ça fait pas grand-chose, c'est-à-dire une touche de plus, de toute façon, on va tuer en 2 coups la plupart des figurines, 3 coups pour ça fait pas passer de palier, ça ne change pas grand-chose, et il n'y a pas de règle aujourd'hui qui nécessite de faire de l'ABM, donc des touches mortelles. Donc non, pour l'instant, cette aptitude ne sert pas, mais l'avantage, c'est qu'on a le choix de l'avoir, donc c'est toujours agréable de l'avoir. Bon, ce qui est un peu dommage dans tout ça, on l'a peut-être vu en t'écoutant, Rémi, mais c'est qu'il y a 12 choix, mais au final, on en a peut-être 4 ou 5 qui sont sympathiques, 3 qui sont vraiment parfaits et quelques-uns qui sont un peu à mettre à la poubelle, quoi. Donc il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup de choix, mais au final, le choix, il se réduit par l'équilibrage un peu difficile, quoi, de règles comme ça. Attention, le choix va surtout se faire si on veut jouer compétitif. C'est-à-dire, si on veut jouer compétitif, effectivement, le choix est très limité. C'est durable rapide, durable méthodique. J'ai vu des gens qui jouaient avec Bretter, par exemple, donc durable Bretter. Ça se joue aussi. Mais ça reste très limité. En revanche, si vous jouez en partie amicale, là, vous avez beaucoup plus de choix et une grosse partie qui est jouable. Les seuls que je jetterai vraiment sont tireurs d'élite, mobiles,
qui servent vraiment pas du tout. Je vois pas dans quel cadre ça peut servir. Les autres, on peut au moins s'amuser à faire des choses. Par exemple, si je devais faire une partie d'initiation, je jouerais peut-être pas durable, je jouerais peut-être furtif et pourquoi pas robuste par exemple, pour apporter un peu plus de résistance sans que ce soit aussi anxiogène que durable par exemple pour mon adversaire. Ok, très bien. Et ben, on va pouvoir passer à une des autres saveurs de cette équipe, c'est-à-dire les subterfuges. On fera l'état comme ça à la quasi toute fin. Alors, les subterfuges stratégiques, est-ce que tu veux nous lire les trois qui sont les doctrines? Ah bah c'est très simple en fait, on a l'impression d'en avoir beaucoup, en fait on en a deux pour les subterfuges stratégiques. Pourquoi? Parce qu'on a trois doctrines et par tour on ne peut faire qu'une seule des doctrines. Les trois font la même chose, c'est-à-dire qu'elles permettent de relancer un dé. La doctrine Devastator permet de relancer un dé au tir quand on a une cible qui a plus de 6 pouces de nous. Quand la doctrine tactique permet de relancer un dé pour une cible qui a 6 pouces ou moins, toujours au tir. Et enfin la doctrine d'assaut, qui est la plus situationnelle, c'est lorsqu'on accomplit une action de chargée qui permet de relancer une action d'attaque pour les combats au corps à corps. Oui, ils auraient peut-être pu mettre juste l'ordre dans un combat, quoi, en mêlée, ça aurait été peut-être mieux. Voilà, en fait c'est la seule restriction, je trouve qu'elle est trop restrictive, c'est-à-dire que c'est celle qu'on va employer le moins, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'initiative, qu'on soit sûr de charger avec au moins 2 figurines pour qu'elle soit rentable, sinon ça veut dire qu'on utiliserait une reroll de commandement. Donc c'est quand même assez limité, les doctrines dévastateurs et tactiques sont beaucoup trop fortes pour passer à côté. Donc en général, le play classique, c'est premier tour, vous allez utiliser aucun point de commandement, vous allez rien faire. Et à partir du deuxième tour, soit le dévastator si vous êtes encore à plus de 6 pouces, soit le tactique si vous vous êtes approché. Et après, derrière, avec les doubles tirs, ou ne serait-ce qu'avec un tir des assauts, vous aurez les rerolls qui fiabilisent grandement vos dégâts. Et on se rend compte que le tactique, ça correspond pile poil à la portée des pistolets. Donc si votre équipe elle est centrée sur les intercesseurs d'assaut, au final, ça va être surtout celui-là. Et même la doctrine d'assaut, c'est très situationnel de charger ou de se faire charger, comme tu disais. Donc c'est déjà la tactique qui est déjà la plus proche pour eux. Et on a aussi, et ils ne Mais connaîtront pas la avoir peur, plus de 2 figurines. Pardon, excuse-moi. Je dis, il faut avoir plus de 2 figurines pour que ce soit rentable, et c'est très rare qu'on ait 2 gars qui vont charger au même tour. Exactement. Et ils ne connaîtront pas la peur, alors c'est quoi, Rémi? C'est celle que vous allez jouer le plus souvent en fait. On ignore du coup tous les modificateurs à la LPA, donc c'est sympa contre les armes qui ont du stun par exemple, ou certaines grenades. Et les agents ne sont pas considérés comme blessés, les agents intercession amis. Donc pareil, ça vous permet d'éviter les malus au mouvement. Donc si vous avez pris méthodique, ce stratagème peut faire doublon. Parce que du coup, méthodique vous annule le malus que vous avez à la capacité de tir ou la capacité de combat. Et ce stratagème ne sert que pour pouvoir bouger normalement. C'est pour ça qu'en map open, vous allez plutôt utiliser durable et rapide, parce que vous savez que vous allez faire, et ils ne connaîtront pas la peur, quasiment tous les tours à partir du tour 2 ou tour 3. C'est quand même super fort aussi, quand même, pour que ça allait sur tous les agents, c'est quand même balèze. Mais c'est Space Marines, on connaît. Je crois que c'était déjà dans le compendium, donc oui. On leur laisse joyeusement ce subterfuge. Après, on a les subterfuges tactiques. Tu peux nous les décrire? Donc on a le premier, je vous ai dit tout à l'heure, tactique d'adaptation, on ne pouvait pas changer nos aptitudes. En fait, vous avez une subterfuge tactique qui vous permet de le faire. Donc à l'étape de choisir sa kill team, on peut remplacer une de nos aptitudes tactiques de chapitre par une autre de la même catégorie. Je vous avais dit que les catégories étaient plutôt anecdotiques. Voilà à quoi ça sert. Clairement, c'est pas une tactique que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce que si vous jouez en tournoi, c'est le seul moment où vous allez l'utiliser. En général, vous avez pris des choses qui s'appliquent à peu près tout le temps. Comme je l'ai dit, durable rapide, durable méthodique. Du coup, vous n'avez pas besoin de changer. Et ça vous fait un point de commandement de perdu si vous le faites. Et en partie amicale, vous savez quel team vous avez en face avant de choisir la vôtre. Du coup, vous adaptez vos aptitudes et vous n'avez pas non plus besoin de le changer. C'est bien de l'avoir, ça donne de la souplesse. Mais clairement, c'est un subterfuge que vous n'allez pas utiliser. Si on peut le faire, c'est comme le même bien tenté, mais ça ne change absolument rien. Exactement. Alors, psychologie transhumaine, c'est quoi? Celui-là est plutôt anecdotique aussi, c'est vraiment très situationnel. C'est au moment où vous allez lancer vos dés de défense contre une attaque de tir. Vous pouvez retenir une des sauvegardes normales comme une sauvegarde critique à la place. Donc ça, vous allez le faire vraiment si ça permet de sauver votre figurine de la mort. Sinon, vous n'allez vraiment pas l'utiliser, puisque pour un point de commandement, vous avez beaucoup mieux. Puis c'est quelque chose qu'on oublie facilement quand même, de pouvoir avoir ce genre de tricks en fait, parce que c'est tellement particulier que faut l'avoir en tête celle-là. Ah, puis en plus, on est résistant, donc ils ne connaîtront pas la peur, donc de toute façon 14 PV en n'étant jamais blessé. C'est pour ça que les gens, ceux qui débutent dans le jeu, souvent ont du mal à jouer contre intercession, parce que des fois, en faisant passer quelqu'un en blessé,
il est moins menaçant, alors que c'est pas le cas avec les intercessions, ils sont toujours menaçants, même avec un PV. Du coup, c'est vrai que ce petit refuge-là, on va peu l'utiliser, on va souvent l'oublier. Il peut y avoir des situations où c'est intéressant de s'en souvenir parce que ça peut permettre de sauver une figurine. On a ensuite Ange de la Mort, c'est quoi? Qui est le plus fort pour moi, je suis surpris qu'il ait toujours pas été nerfé. Lorsque sa figurine a été tuée, non pardon, c'est le prochain qui est fort. Non, celui-là permet de faire une action combattre gratuite à la fin du tour pour un agent intercession. Il est très fort, les custodes sont le même. Il est Ça commando peut vous aussi, je crois, à peu près. Oui, tout à fait, exactement. Et ça peut vous permettre, par exemple, un Pathfinder ou un Vedguard ou n'importe quelle unité populeuse qui vous a chargé pour se mettre à l'abri et qui se dit c'est bon, je suis tranquille. Fin du tour, vous utilisez un point de commandement, vous pouvez faire l'action combattre, vous avez de grandes chances de le tuer, qui vous permet au tour d'après d'être complètement libre de vos mouvements et de pouvoir aller attaquer une cible. Donc si l'adversaire a oublié que vous aviez cette capacité-là, il peut faire ce type d'erreur. Donc c'est quelque chose qui est assez fort. Il devient moins fort au fur et à mesure qu'on affronte des joueurs qui soit ont l'habitude de jouer contre intercession, soit qui ont l'habitude de jouer tout court. Et du coup, il est plus anecdotique. Mais faut pas l'oublier, ça peut être intéressant. Il y a aussi le cas où on va charger deux figurines. On n'est pas obligé d'avoir forcément une figurine qui est un intercesseur d'assaut. Et en fait, on en tue un au corps à corps et puis on achève le deuxième avec ça à la fin du tournant, quoi. Même avec un intercesseur d'assaut, vous voulez pas vous faire tirer dessus, par exemple, vous changez deux figurines, il y en a une qui est engagée et l'autre qui ne l'est pas. Bah, vous allez tuer celle qui est engagée, comme ça vous êtes tranquille, elle peut pas s'en aller, et celle qui est pas engagée reste au combat avec lui. Vous ne faites pas le combat même s'il vous reste un point d'action, et à la fin du tour vous utilisez un point de commandement, ce qui fait que vous ne vous faites pas tirer dessus, et votre agent il reste à sa position et il peut menacer les autres au tour d'après. Cette finesse tactique, c'est pour ça qu'on t'apprécie, Rémi, aussi. Après, on a Colère Vengeresse, tu disais que c'était le meilleur, celui-là? Alors pour moi c'est clairement le meilleur, et je vais expliquer pourquoi. Donc, quand un agent ami se fait neutraliser, donc ça va marcher au tir hein, uniquement, on va voir pourquoi. Avant qu'on le retire de la kill zone, il peut accomplir une action tirée gratuite. Bien sûr, cet agent est considéré comme blessé. On a vu, il y a beaucoup de choses. Il y a et ils ne connaîtront pas la peur, il y a le méthodique qui annule ce malus. Donc déjà, c'est très fort. Tout ça Et parce que, ensuite, en fait, la règle du n'est pas et passe au-dessus de la règle du et. c'est ça, tout à fait. Donc en fait, il y a très peu de conditions où on va tirer en étant blessé avec ce subterfuge. Et pourquoi je dis qu'il est très fort? Parce que c'est pas une action d'Overwatch, c'est une action de tir. Donc cette action de tir se fait en dehors de sa période d'activation. Ce qui fait que même si vous avez tiré deux fois, vous pouvez retirer une nouvelle fois. Même si vous avez tiré deux fois, fait un Overwatch, vous pouvez de nouveau tirer une nouvelle fois. Et Attends, c'est j'ai une pas action de compris tir. ça. Attends. C'est vrai ça? Je découvre un truc en Complètement. direct. En fait, ça se fait. Alors, je vais passer sous silence le cas de ITD où pendant votre activation, vous bougez, vous prenez l'action de garde, vous tuez, vous avez déjà fait vos deux tirs, vous pouvez pas faire colère vengeresse. Voilà, c'est le seul cas où ça marche pas. Ou alors avec un intercesseur d'assaut qui a qu'un seul tir, il a fait son tir, il bouge, il se fait tuer, ça marche pas. En dehors de ce cas très particulier qui a été faqué récemment par Games, le reste du temps, ça vous permet de faire 4 tirs par tour avec une figurine. Ça fait vos deux tirs classiques, un Overwatch et un tir en colère vengeresse parce qu'il vous a tué. C'est la situation idéale, elle se produit régulièrement, c'est pour ça que les intercesseurs sont aussi forts. Parce que ça permet de tirer avec toutes les armes, c'est-à-dire ça peut permettre de tirer avec une grenade, avec le lance-grenade, puisque c'est pas un Overwatch. Donc du coup, vous pouvez tirer avec une grenade de crack, ce que vous ne pouvez normalement pas faire en Overwatch. Vous pouvez tirer avec votre lance-grenade, quel que soit le profil, ce que vous ne pouvez pas faire en Overwatch. Ce qui est beaucoup trop fort selon moi et ce qui aurait dû être nerfé. Pour moi, il faudrait remplacer par une action de tir, par une action d'Overwatch, et ça enlèverait une grande force au subterfuge tout en le laissant jouable. Ah ouais, mais je sais même pas s'ils vont s'amuser à les nerfer en Balance Data Slate parce que bon, c'est quand même une team qui est faite pour être accessible à tout le monde. Et si on commence à dire à un nouveau joueur, ah mais regarde ce document, puis celui-là, on les perd aussi. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont quand même très forts ces intercessions. On pourra C'est même dire pas que ce l'idée. truc-là, vous l'avez appris ici. C'est même pas l'idée, c'est juste qu'au départ, ils étaient nouveaux, personne ne savait trop les affronter, beaucoup de PV extrêmement résistants, double tir gratuit, donc les gens avaient un peu du mal. Maintenant que les joueurs ont appris à jouer contre, je parle à un niveau de joueur équivalent, donc pas un débutant, hein, les gens se font plus avoir. En fait, il y a beaucoup de moyens de passer outre en fait cette capacité. Le tir non réciproque, on va voir, est un excellent exemple. Du coup, c'est vrai que ça reste une menace, mais une menace qui est plus orientée sur les nouveaux joueurs, qui du coup ont peur des intercessions, alors que tous les joueurs un peu plus vétérans ou qui ont l'habitude de les affronter, ils ont appris à jouer contre, ou au pire, ils vont mettre une cible qui est de moins importance face à ça. Donc il n'y a pas de.
Et ben, on va pouvoir passer aux OP tactiques. Je crois qu'il nous restera plus grand-chose, puis on fera un rapide tour sur le narratif très rapidement avant d'avoir ta conclusion. Alors en OP tactique, on a choc et effroi, l'OP tactique de faction numéro 1. Vous pouvez révéler cette OP tactique à l'étape révéler la cible de n'importe quel tournant. À la fin de n'importe quel tournant, si des agents amis contrôlent un ou plusieurs pions objectifs qui étaient contrôlés par des agents ennemis au début du tournant, vous marquez un point de victoire. Si vous remplissez la première condition à un ou plusieurs tournants ultérieurs, vous marquez un point de victoire. Il se trouve que c'était une OP tactique de faction qui était déjà chez les Phobos, donc on reste dans l'imaginaire et dans les règles des Astar Test tout en restant un peu des fois différent, même la plupart du temps différent. Toi, t'en penses quoi de celle-là? Peut-être la plus forte des trois. Elle était jouable avant avec les anciennes TACOPS. Elle est d'autant plus jouable maintenant avec Oui. les nouvelles règles qui, je le rappelle, toutes les maps ont 6 objectifs. Il y a 3 missions différentes et ces 3 missions, toutes nécessitent en fait de contrôler des objectifs. Donc du coup, vous allez pouvoir la faire à partir du tour 2 en général. Vous allez l'activer et vous allez pouvoir la marquer. Votre objectif, c'est d'aller choper Et oui, des ça. objectifs chez l'adversaire. Elle est très bien. Voilà, C'est pour ça franchement, qu'on c'est... on peut appeler ça du win-more, justement, parce que tu devais déjà faire cette chose-là pour gagner en points Non, la primaires. Winmore sera la troisième en fait. Ah, ok, pardon. Ben, Celle-là, c'en est pas une justement, et celle-là, elle est très bien parce que elle combotte parfaitement avec le jeu, quel que soit son style de jeu, qu'on veuille jouer défensif ou agressif. Pour gagner, on va devoir aller récupérer des points que contrôle l'adversaire, au moins un, ce qui fait qu'on va avoir la garantie de pouvoir le marquer en faisant ce que l'on veut faire de toute façon. Donc celle-là, pour moi, elle est parfaitement jouable. Donc avec les nouvelles règles, je le rappelle, on peut choisir une de ces OP tactiques qu'on peut retenir parmi les 3 qu'on va avoir à retenir. Du coup, celle-là, ça peut être un bon candidat à cette solution-là. Et même avec les règles actuelles, si les gens veulent pas jouer avec les nouvelles règles, elle se joue très bien, il n'y a vraiment pas de souci. et quand on dit nouvelles règles, on parle du pack d'opérations OP critique dont vous avez une vidéo dans la chaîne Kill Team France et c'est un pack qu'il faut commander à l'avance chez votre fournisseur de figurines parce que c'est pas quelque chose qui est juste vendu comme ça à l'étalage en fait. C'est aussi ça la différence, c'est pour ça que plein de personnes sont passées à côté, mais on ne le répétera jamais assez. Il est très très bien ce pack après quelques semaines d'utilisation. On a champion de l'humanité, l'OP tactique de faction numéro 2. Vous pouvez révéler cette OP tactique quand un agent d'escouade d'intercession ami neutralise un agent ennemi. À la fin de la bataille, si l'agent ami a neutralisé plus d'agents ennemis que n'importe quel autre agent escouade d'intercession ami au cours de la bataille, vous marquez un point de victoire. Si l'agent ami a neutralisé plus d'agents ennemis que n'importe quel autre agent ennemi au cours de la bataille, vous marquez un point de victoire. Donc il faut que ce soit littéralement en effet le champion de la game et le champion de l'humanité. Il est sympa à jouer, moi je l'ai joué plusieurs fois. Le problème, c'est que il a la contrepartie de souvent obliger à faire des actions un petit peu sous-efficientes, c'est-à-dire qu'on pourrait être en mesure de tuer un ennemi avec une figurine, mais on va pas le faire parce que c'est pas le champion et que du coup, si on le fait, bah, on risque de pas marquer les points, etc. Donc c'est vrai que le fait de se forcer à faire des plays un petit peu sous-optimaux pour pouvoir réussir à le marquer peut être frustrant. Donc il est intéressant à jouer, c'est une très bonne option. Avec les règles actuelles, je le recommande parce qu'il est tout à fait jouable. Avec les nouvelles règles, par contre, je le recommanderais pas forcément, il sera beaucoup moins jouable. Hmm. Euh, donc c'est plutôt quelque chose soit pour le fluff, soit pour les tester quoi. Ah. Supériorité indomptable. OP tactique de faction numéro 3. Révélez cette OP tactique à la fin de la bataille. Si les agents ennemis ne contrôlent aucun pion objectif, mais qu'un agent escouade d'intercession en contrôle, vous marquez un point de victoire. S'il y a moins d'agents ennemis dans la kill zone qu'il y a d'agents escouade d'intercession amis dans la kill zone, vous marquez un point de victoire. Si l'objectif de mission exige que des agents soient retirés de la kill zone, mais pas à cause du fait d'avoir été neutralisés, vous marquez des pions de victoire. Par exemple, pour s'évader, vous ne pouvez pas choisir cette OP tactique. Ça, c'est plutôt en partie narratif, quoi. On est particulièrement ce que tu disais tout à l'heure sur du win more, c'est-à-dire gagner plus. C'est-à-dire que si vous réussissez à le marquer, c'est que vous êtes déjà dans une situation où vous avez quasiment gagné. Donc c'est typiquement le genre de TACOPS qui est très bien pour scorer un maximum de points dans une situation qui vous est déjà favorable. Mais en revanche, si vous êtes un peu en retard sur la partie, bah, c'est quelque chose que vous ne jouerez jamais et du coup vous allez perdre 2 points. Ce qui est quand même plutôt dommageable. Donc c'est pour ça que celui-là, c'est peut-être celui qui sera le moins joué des 3, parce que beaucoup trop sensible sur le déroulé de la partie. C'est le TACOP des optimistes, on peut dire. C'est exactement ça. Vous êtes sûr que vous allez rouler sur votre adversaire, vous le prenez et vous marquerez vos
Sinon, ça sert à rien parce que vous marquerez pas vos points. Ne faites pas ça sur des nouveaux joueurs, ce serait beaucoup trop triste. Je crois qu'on a parlé de tout le monde sauf des équipements. Exactement, est-ce que tu veux nous les lire un petit peu là? Et donc les équipements sont, c'est ce qui fait aussi le sel de l'armée avec les aptitudes, hein, on va le voir. Le premier équipement qui est la lunette de classe vengeance. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de moyen d'avoir le létal 5 sur les armes de tir. Eh ben c'est le moyen de l'avoir pour 3 points d'équipement, uniquement sur 2 types d'armes, attention. Sur le fusil bolter, celui qui a la règle perforant 1, ou sur le fusil bolter stalker, celui qui a la règle lourd et AP1. On peut rajouter la règle spéciale létal 5. C'est très fort. Vous n'allez pas forcément le spammer, même si c'est très tentant. Mais vous allez au moins en jouer un, peut-être deux. Ça reste quand même quelque chose d'assez fort, même si c'est cher, parce que ça vous permet d'ajouter une fiabilité à votre règle P1 qui s'applique sur des critiques. Exactement, donc pour les fusils de bolter, comme tu disais. On a ensuite les bolts bénis par le Reclusiam, c'est quoi? C'est peut-être celui que vous allez utiliser quasiment tout le temps. Il est unique, vous pouvez le prendre qu'une seule fois dans la kill team, il y a un petit plus à côté du nom. Pareil, pour 3 points d'équipement, vous augmentez de 1 les dégâts de l'arme choisie. Donc au lieu de faire 3-4, vous allez faire 4-5. Et comme Donc il y a déjà, c'est écrit très aux fort. caractéristiques, c'est dégâts normaux, Et dégâts dégâts critiques. critiques. Voilà, et déjà en lui-même, c'est quelque chose qui est très fort en termes d'équipement. Vous le mettez en combo avec votre lunette et vous vous retrouvez avec un bolter qui fait 4 attaques, 3 plus, 4-5, létal 5, P1. Du coup, vous avez avec votre gunner, donc le mitrailleur classique, vous avez l'équivalent de 2 mitrailleurs en fait, ce qui en fait une combo qui est quand même très forte. Certains le jouent sur le comment ça s'appelle, sur le leader, comme je le disais avec l'arme qui fait relance les 1. Donc vous touchez à 2, vous relancez les 1 et vous faites 4-5. C'est aussi fort, même si j'ai tendance à moins vouloir le faire, parce que le leader est généralement une arme de choix pour l'adversaire. Mettre de l'équipement dessus, c'est quand même assez dangereux, mais c'est quelque chose qui est très bon parce que ça vous fait une arme qui est quand même très dangereuse. Tirer 2 fois à 2 plus, relance les 1 à 4-5, ça mal. rigole pas. Donc voilà, exactement. On a après la serpillière. Non, la spalière, c'est ça? Vas-y. Exactement. Donc là, c'est quelque chose de plus conditionnel et plus spécifique. Vous allez utiliser contre des armées plutôt orientées CAC. Donc pour 3 points d'équipement, à chaque fois que vous combattez en mêlée, votre adversaire ne peut pas retenir de résultats critiques à moins d'avoir fait des 6. C'est-à-dire que s'il a du létal 5 ou du perforant ou des règles spéciales qui lui disent qu'il peut retenir des critiques, ça ne marche pas. Il faut forcément qu'il fasse des 6 pour des critiques. Je pense aux légionnaires par exemple, c'est un très bon contre des légionnaires. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est que ça coûte 3, vous pouvez pas le spammer. Du coup, votre adversaire, il peut éviter le gars qui a la spalière. Ça reste compliqué à utiliser, donc c'est pas quelque chose qui est super utile. Mais pour des match-ups très spécifiques, c'est quelque chose que vous pouvez avoir envie de jouer. Il y a une petite charge mentale en plus aussi. C'est quand même une règle un peu étonnante celle-là. Après, la charge mentale des intercessions étant suffisamment basse, on peut se permettre de prendre ça. C'est vrai. Et on peut faire aussi la vaisselle pour baisser la charge mentale. Le saut de Exactement. pureté à 3 PE, qu'est-ce que c'est? Alors, du classique, toutes les teams longs, en fait, c'est ce qui vous permet de faire une fois par bataille pour un agent une attaque, une reroll de commandement gratuite en fait. Donc pareil, il y a beaucoup mieux. Vous n'allez pas le prendre parce que vous allez prendre les lunettes, vous allez prendre les bolts, vous allez prendre l'ospex qu'on va voir après. Mais le saut de pureté, vous n'allez pas le prendre parce que vous n'en avez pas le besoin. Ok. L'ospex? Donc l'ospex qui est très intéressant, c'est pas le même que celui qui est chez les Phobos ou celui qui est chez les Marines justement, donc faut faire attention. Il est un peu particulier, il coûte 2 points d'équipement, il est unique, encore une fois, et ça permet d'avoir une action particulière pour l'agent qu'il a, donc ça coûte 1 point d'action pour le faire. On choisit un agent ennemi qui est visible ou qui est à 6 pouces de l'agent, donc j'insiste sur le ou. Et jusqu'à la fin du tournant, l'agent ennemi n'est pas masqué et il ne peut pas retenir de dés en vertu du couvert. Du coup, c'est très fort parce que ça permet de pouvoir cibler un agent à très longue portée sur du l'open par exemple, mais ça permet également, sans voir l'agent, tant qu'on a 6 pouces de lui, ça permet également d'être actif. Donc il y a 2 façons de le jouer. La première, c'est de le mettre sur un tireur. Et du coup, on va utiliser nos 3 points d'action pour faire un point d'action, le scan, et ensuite les 2 tirs derrière, pour pouvoir tirer sur quelqu'un qui est masqué, par exemple. C'est fort, mais c'est un peu téléphoné. Celui que j'aime bien faire, c'est de le mettre sur un autre agent, souvent un agent d'intercession, un agent d'assaut, pardon. Parce que du coup, on va faire le scan de specs sur quelqu'un. Certes, ça lui laisse le temps de réagir, mais ça veut dire que du coup, il va se mettre à l'abri. Et si vous faites ça sur une cible prioritaire, ça veut dire que cette cible prioritaire, je pense à un plasma, un fuseur, il va le mettre à couvert et il va pas vous menacer avec. Donc ça peut aussi dissuader. C'est un peu cher pour le faire, mais ça peut surprendre sur des adversaires qui s'y attendent pas forcément. Sur des bons joueurs, je ne recommanderais pas de l'utiliser comme ça, autant l'utiliser sur un tireur, ça marchera mieux. Mais c'est vrai que c'est sympa à jouer, ça apporte une petite profondeur de jeu à une team qui n'en a pas beaucoup.
Oui, puis c'est un équipement aussi qui crée des actions uniques, qui est assez rare en effet, comme tu le disais. On Il y en a a pas à part celle-là. ensuite notre petit barda d'équipement avec la lame de combat, un Exactement, PE. donc beaucoup moins bonne que son équivalent chez le KO, parce qu'elle ne donne pas une attaque en plus, donc on reste à 4 attaques, 3 plus, 3, 5, donc ça vous fait un dégât critique de plus en fait. Intéressante, s'il vous reste des points de commandement, en général il va vous rester entre 1 et 2, 3 points de commandement. Vous allez souvent utiliser s'il vous reste 2 points de lame de combat. Au-delà de 3, vous allez utiliser souvent une lunette. Donc c'est bien à mettre sur vos tireurs par exemple, pour pouvoir les rendre un peu plus menaçants au corps à corps. Et les grenades, on les connaît, mais vas-y. Bah, les grenades, si vous avez pris votre grenadier, du coup, vous n'allez pas en jouer, parce que vous ne pouvez pas. Si vous l'avez pas pris, vous pouvez, mais comme on vient de le voir, les équipements sont quand même très très bons. Ils coûtent très cher, vous allez avoir besoin de les utiliser. Ce qui fait que utiliser des points dans des grenades, c'est quand même un peu dommage, et vous allez préférer votre grenadier qui a les 2 grenades sur lui. Après, on a toujours des profils intéressants avec la grenade frag qui est comme toutes les grenades frag. Et la crack, j'aime bien toujours rappeler que on ne peut pas faire une action de tir en état d'alerte avec. Ni la grenade frag non plus, parce qu'elle a la règle de déflagration. Pardon? Tu ne peux pas faire d'Overwatch avec donc un état d'alerte avec la grenade frag, parce qu'elle a la règle déflagration. Attends, je n'étais pas au courant de ça. Ça vient d'où? Bah, des règles de base en fait. Pour faire Ah, simple, les grenades offensives ne peuvent pas être utilisées en état d'alerte. On va simplifier, voilà. on apprend encore des choses même sur les règles de base, quoi. Bon, après, déflagration, il y a l'étal 5+, dans le noir. C'est toujours intéressant. Et le indirect, Exactement. il y a aussi des règles différentes dans le noir parce que si on utilise l'action, enfin, l'aptitude indirecte de la grenade, ça n'est qu'à une portée de carré, donc 3 pouces qu'on peut l'utiliser. Exactement, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais que la règle de tirer dans la mort est très forte, parce qu'on peut du coup utiliser les grenades du grenadier en tir dans la mort. Donc c'est là où par exemple on va pouvoir utiliser une grenade frag si on a déjà utilisé la crack et pouvoir faire plus de dommages qu'avec son pistolet bolter par exemple. Incroyable, incroyable. Après, on peut pas faire d'Overwatch avec ça. C'est dégoûtant. On va aller Exactement. sur très rapidement la partie narrative parce que bon, c'est quelque chose qui déjà est très spécifique aux personnes qui jouent à ça et puis ça fait déjà une petite heure qu'on discute. Mais pour juste vous raconter, il y a quand même des honneurs balistiques et des pistes rigolos. Donc on choisit une des armes de tir et on améliore de 1 jusqu'à un maximum de 2 plus la capacité de tir. C'est absolument trop cool de pouvoir faire ça. En narratif, c'est quand même super chouette. Donc on a un des nos intercesseurs qui devient une machine de guerre en tir en plus. Donc on pourra même lui rajouter des équipements. Et par exemple, c'est bien meilleur que distingué par l'armurerie ou à l'étape de choisir l'équipement. Quand vous choisissez de l'équipement issu de votre planque, vous pouvez choisir une pièce d'équipement afin d'en doter cet agent pour un point d'équipement en moins. Ça, c'est vraiment, ça nous amène à 11 points d'équipement au global. C'est quand même bien moins meilleur que des honneurs balistiques ou des péistes. On a de l'équipement rare aussi avec des choses qui donneraient envie d'avoir de base, comme d'habitude. On a un générateur de champ bastion avec cet agent qui peut avoir une sauvegarde invulnérable à 4+. Ça déjà, c'est trop chouette. Ou le cerveau chérubin pour 3 points d'équipement qui permet de pouvoir réaliser une fois par tournant au cours de l'activation de cet agent une action ramassée pour un point d'action de moins. C'est un petit peu le genre de choses qui manquent en termes d'aptitude sympathique, quoi. Quand même, ça donne envie. Ça donne envie tout ça. Voilà, on a aussi les atouts stratégiques, vous pourrez les lire à la maison. De toute façon, le PDF est gratuit. Avec les réquisitions aussi, il y a beaucoup de choses à voir. Le serment solennel est rigolo parce qu'il faut réaliser des objectifs en plus sur la fin de la mission, donc c'est assez rigolo. Vous avez aussi vos OP spéciales avec euh, le programme de bataille à réaliser. Donc on vous laisse regarder tout ça. Mais on va revenir un peu sur la base, quoi. C'est quoi ton avis alors sur cette team, Rémi? Pour revenir sur le narratif, pour ceux qui n'auraient jamais eu l'occasion de le tester, de manière générale, le narratif en Kill Team est très très bon et je le recommande. Essayez de vous monter un petit groupe pour jouer en narratif, surtout si vous débutez, ça peut être sympa. Vous allez voir que vous allez vraiment vous éclater. À la sortie du compendium, c'était sympa, mais pas forcément fun, parce que tout le monde n'avait pas des aptitudes particulières. Maintenant que suffisamment de teams sont sortis, amusez-vous avec, ça vaut vraiment le coup. C'est aussi quand même quelque chose qui est difficile à analyser parce que déjà, il faut être assez expert en jeu égal. Et ensuite, quand on va vraiment vers le jeu narratif, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de branches et de branchements dans les choses à analyser. Donc c'est pour ça qu'on y va très vite. Mais en effet, c'est très rigolo. Je l'avais fait en commando. Vous pouvez donner des noms à vos bonhommes. Vous pouvez leur créer un historique. C'est évidemment ça le but du narratif. Et on a vu dans la campagne du White Dwarf un petit peu comment ça pouvait se tenir une campagne narrative parce que ça restait quand même un peu flou au début. Donc, c'est à tester évidemment.
quand vous aurez testé tous vos match-ups d'intercession. Du coup, par rapport à ce que tu me demandais pour le ressenti global de la team, c'est une team au départ qui est annoncée comme très forte. Certes, elle a des points forts qui sont quand même assez importants. J'en ai parlé, très forte résistance, un beau pool de PV. Malheureusement, ça reste une team d'élite, ce qui veut dire que ça permet pas beaucoup d'erreurs. Il faut anticiper le jeu, donc il faut quand même connaître bien. La différence entre un joueur un peu expérimenté et un joueur novice se verra tout de suite, puisqu'effectivement, on s'aperçoit vite dans ce jeu que les teams d'élite ont souvent du mal contre des teams populeuses ou contre d'autres teams d'élite si elles ne savent pas anticiper le déroulé d'une partie ou qu'elles n'ont pas un plan de jeu correctement établi et qu'elles puissent s'adapter à la situation. On pense par exemple aussi à l'utilisation des Overwatch pour être capable d'avoir notre 3e tir aussi par tour et pour pouvoir anticiper tout ça, quoi. Exactement ce qui est vital en fait. Si on le fait pas ou si on place mal ses figurines, voilà, ça peut être dramatique. Perdre l'intercession au tour 1 ou même au tour 2, c'est ce qui peut faire la différence dans la partie une fois qu'on a l'habitude de jouer. Au début, on s'en rend pas forcément compte, tu le disais, hein, c'est l'autre point positif, c'est une armée qui est quand même très bien pour débuter le jeu. Des profils qui sont similaires, donc très peu de stats à apprendre, c'est toujours les mêmes choses. Très peu de capacités uniques, donc tu parlais de charge mentale, c'est parfait parce que c'est une armée qui en a pas ou très peu. Du coup, ça vous permet d'apprendre le jeu, de vous focaliser plutôt sur les règles de base, de monter en puissance un petit peu avec. C'est permissif parce que vous avez beaucoup de PV, donc si vous jouez avec un autre débutant, justement, ça peut être sympa pour apprendre. Et ça vous permet de progresser tranquillement avant de passer sur une armée qui vous plaît plus ou rester sur celle-là si elle vous plaît, en progressant du coup en essayant de trouver des choses un peu plus optimisées. Le problème, c'est qu'on en fait relativement vite le tour. Je l'ai joué plus que de raison, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de chercher à trouver une team qui soit un petit peu plus différente parce que je pense en avoir fait le tour et qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs expérimentés ont appris à jouer contre, ce qui fait que ça représente plus vraiment une menace. Tous les plays sont connus, toutes les petites combos sont connues. J'ai quasiment tout évoqué en fait pendant cette petite vidéo. Vous en avez quand même. Voilà, ce qui fait que c'est intéressant à jouer, on peut progresser, on peut apprendre, on peut progresser. Mais quelqu'un qui veut jouer sur du très 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 long terme, il sait qu'au bout d'un moment, il lui faudra une autre team à côté pour pouvoir changer. Mais ça, je parle avec au-delà de 40-50 parties, donc vous avez le temps de voir venir. Ah oui, surtout pour les nouveaux joueurs, justement. Les joueurs novices, c'est pas novitiates. Alors, C'est ça. dans ce cas-là, pour un petit peu fermer un peu notre analyse, est-ce que tu la places vraiment top tier S, comme on disait, ou est-ce elle reste juste très bonne, très fun, très jouée, et puis elle a la place qu'elle mérite d'avoir, ou est-ce que il y a peut-être quelque chose à nuancer là-dessus? Moi, elle l'a jamais été. C'est une des meilleures teams de niveau A dans les tier lists qu'on peut voir. Ça se justifie pleinement. Mais elle a des contres naturels de toute façon. Je parlais des teams d'élite, hein, on passe aux Kazarkin, aux vétérans ou autres, qui ont des armes qui permettent de jouer contre. Donc malheureusement, elle permettra pas de les battre facilement, ça va être assez compliqué. Mais c'est une team qui est super agréable à jouer, qui est super agréable à manipuler. Donc ouais, c'est un très bon niveau A. Vous pouvez espérer faire des résultats en tournoi avec, vous pouvez espérer faire des podiums, vous pouvez même gagner en fonction de qui vous affrontez. Sachez juste que c'est une team que vous allez affronter, que vous allez rencontrer quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui c'est une des teams les plus jouées. C'est pas parce qu'elle est la plus forte, mais tout simplement parce qu'elle est une des plus simples à monter, une des plus simples à manipuler. Du coup, même si vous ne voulez pas la jouer, apprenez à jouer contre. Apprenez les contres justement de cette armée qui sont assez simples, hein. Par exemple, ne laissez jamais un intercession en vie, même s'il lui reste un PV, tuez-le quoi qu'il arrive, même si ça vous coûte. C'est des tricks comme ça qui vous permettront de passer l'armée. Oui, parce qu'on, comme on a vu, un intercession à 1 PV est un intercession pleinement en capacité. Et par exemple, si on a peu de capacité de feu, par exemple, je pense aux Phobos. Les Phobos, comment est-ce qu'ils peuvent gérer une équipe comme ça? Passe. De manière générale, tous ceux qui ont peu de dégâts, je pense à des dégâts 2-3 ou même 3-4, sans de perforant par exemple, c'est de la saturation. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur une figurine à la fois en lui faisant un maximum de tirs pour l'obliger à lancer ses dés de sauvegarde, parce que vous savez que sur la totalité des dés qu'il va faire, il y a forcément un moment où ça va craquer, et du coup vous allez faire passer des dégâts. Donc c'est compliqué, mais c'est la méthode qui marchait à l'époque avec les custodes. Il faut concentrer son tir. Et si vous avez des armes spéciales, plasma, fuseur, etc., faire en sorte de les garder en vie le plus longtemps possible parce que c'est des menaces et ce qui vous permettra de sortir plus facilement. Tu parlais des Phobos. Les Phobos en team d'élite, par exemple, c'est un très mauvais match-up pour les Phobos puisqu'ils n'ont pas les outils pour battre les intercessions alors que les intercessions ont les outils pour battre les Phobos. Comme quoi, la vie est très injuste et on peut se dire, bah,
à quoi bon des fois en tournoi de jouer des games comme ça, mais bon, il y a toujours moyen quand on est Phobos d'aller essayer vraiment de maxer les objectifs et de chercher à maximiser ses TACOPS surtout pour essayer de outrepasser cette différence. Mais c'est vrai que le jeu n'est pas à armes égales. En tout cas, en termes de hobby, vous avez bien vu, il y a beaucoup de choses à faire. En termes de jeu, il y a quand même beaucoup à découvrir, ne serait-ce que les règles de base, c'est pas rien. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez quand même beaucoup de choses à découvrir aussi. C'est que vous êtes intéressé par des analyses et par un petit peu la tactique fine. Nous, en tout cas, on vous souhaite d'avoir passé un bon moment. On espère que cette vidéo s'est bien enregistrée parce qu'on a bien galéré. Et puis, vous retrouve très vite avec d'autres analyses, un rapport de bataille, on l'espère prochainement, la suite des actus. Et on en va en être bientôt à la boîte Soul Shackle, Rémi. Ça va peut-être donner envie, ça, quand même. Bon, il y a moyen que ça plaise à pas mal de joueurs. Et on se retrouve sur notre page Warhammer Community. On vous rappelle comment est-ce qu'on fait pour retrouver les FAQ pour Kill Team. Alors il faut aller dans la partie Warhammer Community, FAQ Download, on va dans les FAQ et FAQ ici. On va dans la partie Kill Team et évidemment nous avons ici un ensemble de FAQ qui ont été mises à jour. Toutes les FAQ ont été mises à jour en fait pour vous dire, mais il n'y a pas de nouveautés partout. Il se trouve que cette fois-ci, ils se sont dit on va regrouper dans un seul document les errata et les commentaires de concepteurs, ce sera beaucoup plus simple et on les en remercie. On dit aussi un petit coucou à nos Khazarkins qui ont été oubliés dans cette version française. Ils sont dans la version anglaise et on les verra à la fin et je vous les traduirai parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors, on a tous ces onglets ici, mais on n'a que certaines modifications qui sont vraiment pertinentes. On va commencer par les règles de base. Alors comme d'habitude, il faut aller chercher les petits astérixmes et les petits obélixmes. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici, Killzone, cases obscures, page 74, le robot avec le trait programmation. Cet élément de terrain a une caractéristique de mouvement de 3 ronds qui ne peut pas être modifié. Voilà, très bien, comme ça elle ne peut pas être modifiée, c'est parfait. Dans le combat rapproché, je ne sais pas si c'est tout nouveau ça, il n'y a pas de petit astérixme, mais en tout cas c'était pour vous redire que toutes les frappes en profondeur en quelque sorte, ou les subterfuges qui permettaient de créer des mises en avant sur la map avaient été transformés par un mouvement et ou une action activée l'écoutille. On vous le rappelle si vous l'aviez oublié. On va chercher la suite, Alors, qu'est-ce qu'on a? Il me semble qu'on a des choses en bas. On a des choses sur les médics, normalement. Voilà, très bien. Comment les aptitudes d'un agent médic qui prennent effet quand un autre agent ami est neutralisé, exemple un faisceau de réanimation, cercle Hierotech, Medic Khazarkins, interagissent avec les armes de tir qui effectuent des attaques subséquentes, exemple la déflagration ou le torrent. Et oui, c'est vrai que ça peut arriver des moments comme ça où vous avez un paquet de Vedgard par exemple que vous voulez tous flamer ou blaster, et des fois il y a un médic dans l'eau et il est là, il dit non, je te sauve toi avant de mourir, et en fait on a une réponse: résolvez toutes les attaques de tir requises. Puis, si l'agent médic n'est pas neutralisé, utilisez cette aptitude au début de l'étape retirer les agents neutralisés. Merci pour cette précision, parce que sinon on pouvait dire alors je vais d'abord résoudre mon copain bleu plasma, puis après je le réveille. Non, pas du tout. Maintenant, il faut que le médic soit vivant vraiment vivant à la fin de l'attaque de torrent, avant de pouvoir ranimer quiconque. Donc comme ça, notre médic ne fera pas de sauvetage héroïque avant sa seconde de la mort. Certaines attaques de tir ont lieu quand un agent ennemi se déplace à une distance spécifiée d'un pion. Exemple, la règle spéciale proximité, la mine à fusion, la mine disruptrice du poseur de mine incursor. Est-ce que cette attaque de tir est faite contre l'agent ennemi dès qu'il est à distance spécifiée, ce qui interrompt son mouvement, ou à la position finale de son mouvement? Ah oui, parce qu'on peut dire ah là là, je fais un énorme saut de 3 ronds et comme ça, je passe de l'autre côté de la mine sans être sauté. Alors première proposition, dès qu'il est à la distance spécifiée. Désolé, mais en effet, c'était le plus logique et le plus réaliste. On ne vous souhaite pas de faire l'expérience vous-même. Alors, question, en gardant la règle spéciale proximité à l'esprit, qu'est-ce qui arrive dans le cas improbable où un agent qui accomplit une action de charge déclenche l'attaque de tir de proximité, survit, mais ne peut plus finir son action à portée d'engagement d'un agent ennemi? Exemple, si l'agent ennemi a été neutralisé par l'attaque de tir de proximité ou s'il s'est éloigné grâce à l'aptitude médic.
Alors réponse, s'il n'y a plus d'agent ennemi à portée duquel finir cette action, il n'y a pas besoin de le faire. Les incréments de mouvement restants peuvent être utilisés au choix du joueur. Ok, voilà. Bon, mais ça c'est au cas où on fasse une charge au travers d'une mine. Bon, ben on a la réponse maintenant. Question, si mon agent a une règle qui me permet de résoudre une touche avant l'attaquant. Exemple, attitude de posture de bretteur cournartineanti. Puis-je utiliser cette règle quand je suis l'attaquant? La réponse est oui. En pareil cas, le Kurnafi néanti pourrait parer, puis vous, en tant qu'attaquant, pourrait résoudre la première touche dans l'ordre normal de résolution des dés. Donc voilà, je me demande s'il y avait vraiment besoin de la préciser, mais c'est très bien en tout cas que tout soit clair, mais en effet, même quand vous êtes l'attaquant, vous parez en premier et ensuite vous attaquez, c'est parfait. On verra après que chez les légionnaires, il y a encore un petit trick en plus avec ça. Alors on passe ensuite dans une autre partie. Question, certaines règles requièrent des agents qu'ils soient à une certaine distance d'un pion. Dans le subterfuge stratégique protocole martial de clade de chasse. Si un agent porte un pion objectif, est-ce que d'autres agents ou l'agent qui le porte peuvent être à la distance requise de ce pion objectif pour l'usage de ces règles? Réponse, non. Sauf si la règle mentionne également les pions objectifs portés, ce qui doit être des pions objectifs de la kill zone. Cela permet de créer un environnement de règles claires et cohérent et d'éviter d'autres interactions de règles insolites si la réponse était oui. Waouh, c'est la première fois qu'on a ce genre de précision à ce point-là. Magnifique. Bon, ben voilà, quand vous portez un objectif, il va falloir qu'il y ait vraiment précisé qu'il soit porté pour pouvoir gagner des points. Question, plusieurs agents médics ont l'option stipulant une fois par tournant la première fois qu'un agent X ami est censé être neutralisé, X étant le mot-clé requis de l'agent ami. Que signifie la première fois? Eh bien, la première fois, tu vois, c'est quand tu vas voir une fille et que... non, cela signifie que le premier argument X, le premier agent X neutralisé remplit les conditions de la règle durant le tournant. Si vous ne l'utilisez pas pour le premier agent, vous ne pouvez pas l'utiliser pour un agent différent plus tard à ce tournant. Oh là là! On est obligé de sauver notre premier copain qui meurt. On ne peut pas se dire, bon bah toi, je te laisse mourir, par contre, je sauve mon plasma, parce qu'il est vachement plus beau quand même. Les kill zones, je vois rien. Eh ben, je crois qu'on est bon sur cette partie-là. C'était les règles de base, c'était un peu long, mais après, on va passer à la suite. Le compendium, il me semble qu'il n'y a rien de spécial dans le compendium. Alors peut-être qu'ils ont fait un oubli, parce qu'il me semblait qu'en anglais, il y en avait un ou deux. Ben là, pour l'instant, je ne vois rien. Vous voyez à quel point cette vidéo est préparée comme jamais. Mais n'oubliez pas que, en tout cas, il y a eu des modifications sur pas mal de choses. Ne serait-ce que là, les combifuseurs, il y avait BM4. Faut pas l'oublier, la BM4 du fuseur, c'est quand même, elle est vachement bien. Clade de chasse. Voilà. Ah, regardez, première fois qu'on a... Enfin, je suis pas sûr que ce soit la première fois, mais il y a une différence entre White Dwarf et Kill Team Manuel. J'étais sûr qu'ils ont attendu le plus longtemps possible pour expliquer dans quel document il y avait les erreurs, parce que dans l'annual, ils avaient en effet modifié l'erreur de la caractéristique d'attaque. Et donc là, maintenant, ils sont obligés de faire une autre errata pour dire d'où ça vient. Alors, dans notre opération tactique d'éradication calculée, pour compter les PV perdus pour cette OP tactique, si un agent est réduit à 0 PV, ignorez les PV perdus en excès. Par exemple, si 5 dégâts sont infligés à un agent et qu'il ne reste plus que 2 PV à cet agent, on ne compte que 2 PV perdus. Alors, note des concepteurs, ceci diffère de la rédaction de l'OP tactique réputation à tenir, où les dégâts en excès ne font que croître la réputation d'un libre marchand. Point d'exclamation. Voilà, donc c'est vraiment différent, il va falloir vraiment lire votre TACOPS. Et il me semble qu'en Weirdblade, donc en lame de Givre, on a aussi ce problème d'écriture, et c'est sur les PV perdus. Je vous fais un petit spoil, mais dans notre petit rapport de bataille, on a eu ce problème-là, donc on a dû aller voir la fac en anglais, parce que la fac française n'était pas encore sortie. Corps stellaire des Lucian. Alors, petit ajout, très sympathique. Quand on effectue une action tirée avec un agent d'appui corps stellaire, si l'agent ami depuis lequel la ligne de vue est tracée sur un promontoire, est-ce que l'action tirée gagne le bénéfice de ce promontoire? La réponse est oui. Et ben voilà, très bien. Donc vous pouvez appliquer tous les effets positifs d'un promontoire si vous utilisez un agent ami, par exemple un petit navi là qui servira pas grand chose. Vous le mettez bien sur un promontoire et vous pouvez deny plusieurs personnes dissimulées selon si elles sont dissimulées derrière un couvert léger. Ensuite, on a les gardes impériaux de la vétérantitude. On a deux nouvelles choses dans les commentaires de concepteurs.
quand on accomplit une action tirée avec un atout tactique, eh ben voilà, c'est exactement pareil qu'en corps stellaire. Voilà. Donc sur vos atouts tactiques aussi, vous bénéficiez du promontoire. Et quand je commence une campagne d'OP spéciale, est-ce que je peux ajouter les 4 agents vétérans fantassins à ma plaquette de données? Oui, c'est sympathique et c'est pour le narratif. On ne vous a pas oublié un an après. La blague. Légionnaires, il y a quelque chose pour les légionnaires, comme je vous disais tout à l'heure, c'est dans les commentaires de concepteurs. On est encore sur qui frappe en premier. Certaines règles permettent de résoudre une touche avant l'attaquant. Exemple, l'aptitude de posture de bretteur, du Kurnafin et anti. Comment ces règles interagissent-elles avec l'aptitude réflexe violent du Seeker? Réponse. Les réflexes violents changent l'ordre de résolution des dés, mais les règles comme la posture de bretteur s'appliquent avant l'ordre de résolution des dés. Ainsi, posture de bretteur permettra au Kurnafin et Amphi de parer en premier, puis la résolution normale des dés débutera en commençant par l'agent le Seeker. Et ben, c'est super intéressant d'avoir ça parce que c'était vraiment des règles qui se contredisaient et on l'a aussi eu dans le rapport de bataille. Sachant que c'est avec le Locus, avec son aptitude de parade en effet qu'on avait eu ça comme problématique. Eh ben, très bien, merci la fac. Sapeur de la marine impériale, mise à jour, là tout va bien et c'est dans la partie commentaire de concepteur. Quand un agent fait plusieurs attaques de tir dans le cadre d'une seule action tirée, exemple déflagration, est-ce que le subterfuge de tactique Blitz s'applique à toutes les attaques de tir de cette action ou seulement à la première? Parce que oui, vous avez des bonus de relance avec le Blitz ou même, peut-être que c'est même une touche auto d'ailleurs avec Blitz. Réponse, ça s'applique à toutes les attaques de l'action. Voilà, donc vous savez quoi faire avec votre Blitz, c'est le mettre sur des attaques à déflagration. Comme ça, vous êtes un peu le tueur. Je ne sais plus si Blitz fonctionne avec le cerveau-crâne, mais si vous faites... Hop, ça a coupé. Alors, je reprends. Quand un agent spectrogramme Navis est utilisé suite à la règle spéciale détonation de l'astrobrouilleur Navis, est-ce que les PV restants de l'astrobrouilleur Navis comptent comme ayant été perdus, en particulier pour les OP tactiques et les objectifs de mission qui le requièrent? Exemple, éradication calculée, clade de chasse, la réponse est oui. Très bien. Alors, équipe d'attaque Phobos. Alors, on a plein de choses en équipe d'attaque Phobos, mais la nouvelle chose, c'est le coût de l'équipement de la grenade choc qui coûte maintenant 2 PE. Mais en tout cas, n'hésitez pas à relire les commentaires des concepteurs. En singulier texte, c'est tout nouveau. Alors, si un agent Cryptek ami choisi pour le déplacement n'est pas dans la kill zone car il a été neutralisé, est-ce qu'un agent Apprentech peut effectuer l'action d'assistance à Cryptek pour effectuer les actions de Cryptek de l'agent Cryptek? La réponse est oui. Donc c'est ça en fait, c'est le Cryptek, il a vraiment l'action, l'Apprentech, il a l'action du Cryptek. En utilisant l'aptitude conduit d'amplification, vous utilisez l'autre agent ami comme agent actif pour la ligne de vue et qu'il se trouve sur un promontoire. La réponse est oui, comme en Nelucian et autres. Alors sur les Kazarkins, alors c'est en anglais, je vous le lis, c'est pour l'action planter la mine. Ajoutez la ligne suivante. Alors si vous me placez la mine, il faut la placer d'une manière visible et à triangle, donc on ne peut pas placer une mine derrière un mur dans Into the Dark. Voilà, donc il faut que ce soit visible. C'est comme ce que vous avez en Vedgard et c'est pareil, c'est à extrapoler. Peut-être que vous le savez déjà et merci en tout cas à vous.